Ils ne sont désormais plus que 10 candidats et tous espèrent devenir le futur grand espoir de la gastronomie française. Moi, je viens pour gagner, c'est clair. Je veux aller chercher la première place. Et ce qu'ils ignorent, c'est que même si les brigades n'existent plus, nos 5 chefs seront plus que jamais au cœur de la compétition. Au fil des semaines, en plus de les découvrir et de les juger à travers leurs plats, ils vont les observer au plus près et leur délivrer de précieux conseils afin de repérer celui ou celle qu'ils estiment capable d'aller au bout. Ta recette, c'est une très bonne idée, mais avec modération tout ça en fait, faut que tu sois fin. Allez, on se dépêche. Il y a rien de mauvais à essayer des choses et parfois se planter, mais c'est pas grave en fait. Il y a un moment, faut y aller. Ça chamboule, hein. Donc là, tu fais parler, ça, c'est sûr, hein. Je suis persuadée que t'es vraiment intéressante. Et par contre, il faut que tu t'ouvres en fait. Il faut vraiment qu'on arrive à sentir un peu ta personnalité. Moi, j'ai envie de savoir qui tu es quand je goûte les plats, quoi. Il est surprenant, ce petit, hein. T'as ce qu'il faut dans les mains. Ne change pas ta cuisine. Tu vas monter le niveau, mais les autres aussi vont monter le Ouais, niveau. c'est clair. Et à la fin, il n'en reste qu'un. T'as compris, t'es intelligent, tu peux le faire. Moi, je crois en toi en tout cas, hein. Je suis convaincu qu'on te voit en finale. Sans que les candidats ne le sachent, dans l'ombre, les chefs préparent leur choix. Et le moment venu, chaque chef désignera son favori. Celui qu'il décidera de coacher et d'emmener jusqu'en finale. Alors, quels seront les 5 candidats choisis par les chefs? Et lequel d'entre eux deviendra le grand gagnant de cette nouvelle saison de Top Chef? Et il n'y a pas de créativité sans technique. Pas de créativité sans fondamentaux. Je ne laisserai rien passer en cuisine. Let's go. Let's go. Oh, cette ambiance. Ah, je suis stressée là, ouais. Oh, c'est beau. Ah ouais, c'est joli, hein. On arrive au milieu de cette arène, vraiment gladiateur. Et t'as le lion de l'arène, Philippe Etchebest, qui est posé là. Fermé comme tout, qui t'attend de pied ferme, ça met la pression d'entrée de jeu, quoi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Soyez les bienvenus au Cirque National d'Amiens pour une journée très particulière. Placée sous le signe de la technique, de la rigueur et du col bleu-blanc-roux. Aujourd'hui, vous allez vous affronter sur des défis techniques inspirés du concours du meilleur ouvrier de France. Ah ouais. Meilleur ouvrier de France, pour moi, c'est l'exigence au maximum. Quand tu vois un chef avec un col bleu-blanc-rouge en face de toi, tu sais que le mec, il rigole zéro, quoi. Et le mec qui rigole zéro n'est autre que l'incontournable Philippe Etchebest. Je note tout. Aujourd'hui, les candidats vont devoir relever des défis inspirés du célèbre concours des MOF, dans lesquels il faudra faire preuve d'une technique irréprochable. Philippe Etchebest en personne surveillera les candidats et attribuera des points en évaluant leur attitude en cuisine. La première fois qu'on a un chef en cuisine, c'est stressant. Bon les gars, Oh la vache. Et croyez-moi, rien n'échappera à l'œil affûté du plus célèbre des MOF. Ah, c'est galère. Putain. Les candidats pourront également marquer des points grâce à la maîtrise technique dans sa globalité. Appliquez-vous sur le dressage, hein, le visuel compte aussi. Hein. autant vous dire que je ne laisserai rien passer en cuisine. On est bien d'accord? Oui, chef. Oui, chef. Alors, vous allez être répartis en 3 équipes et vous vous affronterez sur 3 défis. À chaque fois, un point sera décerné pour l'attitude en cuisine et un autre pour le résultat final. L'équipe qui aura le moins de points se retrouvera en défi éliminatoire, au terme duquel l'un ou l'une d'entre vous sera éliminé. Place au premier défi, la pomme de terre chatouillard à la manière des meilleurs ouvriers de France. Qu'est-ce que c'est que la pomme de terre chatouillard? En fait, c'est une pomme de terre qui est détaillée en longs rubans et frite dans 2 bains de cuisson. Alors, la pomme de terre chatouillard, c'est une épreuve qui avait été donnée il y a quelques années de ça lors d'un concours.
En fait, c'est rien qu'une pomme de terre, mais c'est vrai qu'avec une pomme de terre, on peut faire plein de choses. C'est très joli visuellement quand on y arrive, mais très 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 technique pour le coup. Là, il faut beaucoup d'entraînement. Et comme l'exige le concours des MOF, vous n'aurez que 30 minutes pour réaliser 5 pommes de terre chatouillards. Ah ouais, c'est hardcore. Allez, ce premier défi va opposer un candidat de chaque équipe. 3, 2, 1, c'est parti pour la journée. Allez. Allez, je compte sur vous, mais dites-vous bien une chose, je serai derrière vous et je serai intransigeant. D'accord? Mais c'est pour votre bien. Allez, 30 minutes d'angoisse, c'est parti. Allez, go! La préparation d'une pomme de terre chatouillard se fait en 3 étapes. Le taillage des pommes de terre, la découpe en spirale et enfin la cuisson. On va déjà commencer par emporte-piécer un morceau de pomme de terre. J'obtiens ceci, un tube de pomme de terre, qui est la base de ma pomme chatouillard. Ensuite, il faut insérer au centre de ce tube de pomme de terre une fine aiguille qui va servir de base pour couper les lamelles. Ce pic doit être parfaitement placé au milieu du tube de pomme de terre. S'il ne l'est pas, ça va faire des alvéoles irrégulières et ça risque de casser. S'il y en a un qui commence le défi en confiance, c'est Dylan, surnommé le Shark. Il n'a pas encore de victoire dans le concours, mais la semaine dernière, il a obtenu une très belle 2e place qui a sauvé toute son équipe. C'est un plat qui, pour le coup, même s'il est minimaliste, il a une belle caisse de résonance. C'est très agréable. C'est un joli plat. Dylan est toujours à la recherche d'une première place, et ça tombe bien, car pour ce technicien hors pair, ce défi est une aubaine. Je veux montrer ce dont je suis capable. Je veux surtout pas échouer, donc là j'y vais au panache. Voilà, bon discours. C'est le Shark, on voit le bout de l'aileron là qui surgit et c'est un gros compétiteur dans l'âme, donc a priori il va être dans le match. Sur le papier, c'est quelque chose qui me parle, la pomme chatouillarde. Et la technique, c'est quelque chose avec lequel je suis plutôt à l'aise. Là, clairement, moi je me mets en mode compétiteur, quand rien peut m'arrêter. Pomme chatouillard, ça te parle? Ça me parle, c'est quelque chose de technique, moi ça me plaît. C'est une épreuve pour toi, ça. J'espère. Ça peut me parler. Dylan, c'est vraiment un défi pour lui. Ça se sent. Un cuisinier qui maîtrise parfaitement les techniques. Et ça fait partie des candidats. J'ai vraiment hâte de voir travailler. Attention, organisation, poste propre, bien sûr. Oui, chef. Je note tout. Oui, chef. Vas-y, chef, mets-lui la pression. Le chef adorait, c'est impressionnant. Il a du charisme et ça fait flipper quand même. Pas la première fois que je cuisine sous le regard d'un MOF. Et bon, là, c'est une pression différente quand même. Il est là, il nous analyse. Après, moi, ça me challenge. J'adore la pression. Je vis pour ça, donc je suis là pour gagner les 2 points. Je me laisse pas d'autres alternatives, pas d'autres options. Je veux les 2 points. La compétition, moi, j'adore ça. C'est quelque chose qui m'anime. Forcément, c'est par là que je vois la réussite plus ou moins. Donc ouais, c'est ce qui me fait vibrer au final. Je pense que c'est une épreuve qui est un peu faite pour lui. Là, c'est purement technique, donc il va pouvoir parler là. Là, il faut vraiment que mon bâton, il aille vraiment au centre de mon cylindre. Pour qu'il soit bien au centre, en fait, je le plante à moitié d'un côté et après, je viens perforer de l'autre côté pour ça. Disons que ça lui trace un peu un sillage pour qu'il soit parfaitement au milieu. Clairement, sur une épreuve de 30 minutes comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. On a un laps de temps plus ou moins pour chaque étape. Donc, si on perd du temps, ça peut impacter le reste de l'épreuve. Il a l'air serein, le poste il est propre, je vois que tout est bien rangé sur une plaque Jap, donc... C'est très très propre ce qu'il fait là. Dylan, il est bien parti, Dylan, dans son épreuve, et puis il est plutôt pas mal. J'ai un peu peur sur la longueur, quand même, de ces pommes de terre. Je sais pas si ça va être suffisant pour faire la corolle correctement, mais il me paraît bien. Chez les Rouges, on retrouve Victor. Quelques victoires au compteur, mais il ne s'est pas encore révélé individuellement. L'enfant terrible de la saison a trouvé un cadre grâce à la cuisine. Mais même une fois lancé, ça n'était pas gagné. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais le petit rigolo. Je préférais faire le con à l'école. Quand je suis sorti du lycée, je suis rentré dans la cuisine un peu comme ça, au hasard. Tout ce que je recherchais, c'est un cadre. La cuisine, ça demande de la rigueur et ça m'a obligé à rentrer dans les clous. Ce genre de défi, ça me parle, moi. J'aime bien la technique, j'aime bien les trucs un peu old school. J'ai eu la chance de travailler dans une célèbre école de cuisine où on avait les meilleurs ouvriers de France qui venaient s'entraîner là-bas. Donc j'ai eu la chance de participer un peu aux entraînements meilleurs ouvriers de France. La pomme chatouillard, en plus, ça faisait partie des trucs que j'avais été amené à faire.
Ça va me permettre de montrer au chef que j'arrive à avoir de la précision dans la réalisation. Maintenant, faut tabasser. 30 minutes, par contre, c'est très rapide. Là, je vais venir emporte-piécer toutes mes pommes de terre. Donc, il faut réussir à être précis, pas faire d'erreur dès le début. Je me mets en mode vraiment conquérant. Je suis vraiment rentré dans l'arène. Je baisse la tête et j'envoie tout ce que j'ai. J'envoie la patate. Allez, Victor. Allez, Go. Donc là, je viens piquer ma baguette à l'intérieur. C'est très important que la baguette soit bien centrée. Ça va permettre de réaliser une découpe précise. Ça va? Alors, je te demande, je pose la question. L'œil du chef. Je pose la question, hein. C'est une étape cruciale, hein, c'est de bien planter le pic au milieu. Vous mettez le bout de chef. Ok. Chef Etchebest, ouais, il a la pression. Ouais, il a la pression. C'est vrai que c'est chaud. C'est pas évident. Sur cette première étape, Dylan et Victor prennent un bon départ. Mais qu'en est-il d'Antoine de l'équipe grise? Pour ce candidat, qui jusqu'ici s'est illustré par sa grande créativité, ce défi technique est un vrai challenge. Je suis très concentré, c'est une épreuve qui reste quand même très technique. Donc faut vraiment, y a pas de place au faux pas, faut rester propre, organisé, c'est important. Et c'est bien connu, Antoine n'aime pas perdre. Non, pas du tout. C'est pourquoi il va devoir faire preuve d'une extrême concentration pour espérer rivaliser avec ses adversaires. 30 minutes pour faire 5 pommes chatouillards, ça peut peut-être paraître rien pour des meilleurs ouvriers de France, mais pour moi qui n'en ai quasiment jamais fait, c'est compliqué. C'est parti. Je vais commencer à tailler mes pommes de terre. Vas-y, Antoine. Allez, Antoine. T'es à l'aise avec ça? Ça va? Je connais, chef, j'ai déjà fait la technique. Je l'ai appris à l'école comme tout bon CAP. Antoine, lui, c'est un candidat dans la créativité qui a la possibilité d'aller loin dans son cours. Après, je pense que la technique, c'est pas son fort. Mais bon, il a une bonne énergie. Il est très positif. J'aime bien son attitude. On va essayer de se débrouiller. Oh, c'est dur à enlever. Il va falloir être malin parce que je sais que les techniques, je les maîtrise pas. Donc, je vais la jouer filou. Et on va essayer de ramener le point de Philippe Etchebest, de la propreté, le rangement, la gestion des déchets. Regardez-moi ça. Il les a épluchés. Il va garder les parures. Là, il me plaît, là. Antoine, il est chaud. J'ai mis les pommes de terre au frigo, justement, comme ça, on pourra réutiliser les parures, faire zéro gaspillage, même la peau, je vais la mettre au frais, on peut faire des petites fritures avec, des petites chips. Antoine, lui, les parures, il les met au frigo. Le fait d'avoir fait ça, c'est hyper important. Et c'est le seul à l'avoir fait. Donc, ça commence bien pour lui, hein. Antoine, c'est toi qui as la plus belle moustache. Vas-y. Non, c'est Victor, mec, elle est trop peignée, sa Juste trop moustache. grosse, elle est pas fine. Contre toute attente, Antoine, pourtant le moins à l'aise sur cet exercice, a tapé dans l'œil de Philippe Etchebest. Les candidats peuvent maintenant entamer la deuxième étape et de loin la plus difficile de ce défi, la découpe en spirale pour former une corolle. Pour la découpe de la spirale, il faut prendre un couteau avec une lame fine, venir tailler autour de ce pic, la pomme de terre, légèrement en diagonale pour créer une spirale. Il faut que l'épaisseur soit régulière, d'environ 1,5 mm. Ensuite, on retire le pic. Attention, et là, voilà. On assemble les deux extrémités du tube pour faire une corolle. La corolle, ça reste très fragile, très délicat. Il faut faire attention et manipuler la pomme de terre de manière délicate. Et ça risque de casser. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être dur. Je vous rappelle que sur la pomme chatouillard, il faut une régularité au niveau de l'épaisseur de chaque tour. C'est une étape de la découpe qui est primordiale. Ça demande beaucoup de concentration, je vais pas pouvoir lever beaucoup les yeux. Je sens comme une ombre derrière moi, en plus c'est vraiment pas rassurant. Victor, dans le taillage, il est bien, c'est propre. Il a la bonne technique, du coup. Voilà. Il déroule bien. C'est pas la façon dont il faut le faire, mais j'y arrive pas sur la planche, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Ah, il est chaud. C'est vraiment une technique qui fait différemment des autres, quoi. Moi aussi, je fais pareil. Je suis très stressé, mais je reste quand même focus, j'essaye d'être le plus précis possible. Et là, ça fait... Alors messieurs, attention au taillage, je répète, beaucoup de précision. J'entends plus rien, il y a plus de son, plus d'image. Il y a moi, cette pomme de terre, mon couteau, et là,
Je tourne tout doucement. Vraiment, je suis concentré, mais j'ai jamais été autant concentré. Ce qui est vraiment compliqué dans les pommes chatouillards, c'est vraiment ce taillage très très régulier. Ça, c'est vraiment pas facile. Surtout à main levée comme je suis en train de le faire, mais je suis beaucoup plus à l'aise comme ça et je reste comme ça, tant pis. Je pense que la méthode d'Antoine, elle est un peu moins conventionnelle, mais elle peut fonctionner, ouais. Voilà, je réfléchis pas, j'essaie d'avancer au plus vite, d'être le plus précis possible. C'est très dur, mais on va y arriver. J'adore, on dirait vraiment qu'il tourne un kebab, là. Antoine, il a sa façon de faire malgré tout. Le taillage est précis. C'est pas trop mal, en fait. De son côté, Dylan a décidé d'adopter un rythme plus lent dans sa découpe, quitte à prendre un peu de retard. Honnêtement, je suis confiant, mais je suis face à des concurrents de taille, donc il faut vraiment envoyer quelque chose de parfait pour gagner les points. Travail carré par contre. Il a l'air très précis. Après, le temps passe vite, donc c'est toujours stressant. Reste 10 minutes, les gars. Hein. Chef. Là, je suis très très stressé. Là, je vais être tout juste en temps. Vas-y, Dylan, vas-y. Allez, on y croit. Là, de toute façon, il faut accélérer. J'ai pas le choix. C'est très très chaud. Mais alors que Dylan n'a réalisé que 2 spirales sur les 5 attendues, Victor commence déjà à former ses spirales en corolle. C'est maintenant qu'on donne tout. Je vais venir entremêler mes pommes de terre pour qu'elles se tiennent à la cuisson. C'est une étape assez précise parce que c'est en même temps à ce moment-là que tu peux tout casser. Qui tremblote un peu, hein. L'étape la plus difficile, qui demande le plus de dextérité, c'est vraiment d'accrocher le début et la fin de cette spirale ensemble. Il faut être très délicat parce que si tu forces trop, si t'écartes un peu trop, si tu plies même trop, ta pomme de terre, elle se casse. Putain de merde. Là, elle s'est cassée. Ça, c'est vraiment ce qu'on voulait pas. C'est horrible. Je doute, là, à ce moment-là, j'ai tous les doutes de la terre qui arrivent. C'est de la haute couture. C'est de la précision. Là, pour le moment, ça, c'est fait. Ouais! Ça veut pas dire que c'est réussi. Il reste encore pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de mire. Victor a trouvé la bonne technique pour façonner ses pommes de terre. Antoine saura-t-il l'appliquer à son tour alors qu'il attaque cette étape ultra délicate? Là, je vais essayer de les accrocher ensemble. Doucement, Antoine, doucement. En fait, faut juste les passer l'une dans l'autre. Les emboîter, comme ceci. C'est une machine, putain, il m'a choqué là. Doucement, doucement, tu vas la casser celle-là. Doucement, doucement, tu vas la casser celle-là. Doucement, Antoine. Vas-y, Antoine, vas-y, Antoine. Allez, die, die, die. On y croit. Moi aussi, je fais l'italien, die. 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 J'ai jamais été stressé autant. En réalisant leur première corolle, Victor et Antoine prennent de l'avance sur Dylan, qui lui vient à peine de terminer le taillage. Que derrière, ils mettent un gros coup de collier, là. Vas-y, mon grand. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Je suis très très stressé là. J'ai peur de les casser. Attendez. Allez, Dylan. Oh, putain, c'est épouvantable. Putain de sa merde. Vas-y, mon grand. Ah, mais vas-y. Wow. Je perds mes nerfs là. Je suis deg. Mais bon, faut garder son sang-froid là. Je vois que le temps défile, et je vois que j'y arrive pas, je perds du temps. Je tremble de plus en plus de pression, donc ouais, là c'est un moment un petit peu insoutenable pour moi. Je suis sous pression de ouf. Allez, c'est fermé, la première est fermée. Si je passe autant de temps sur la première que sur toutes les autres, bah ça va pas le faire. Je vous annonce qu'il reste 2 minutes. Mettez les pommes de terre à la frite. Faut les lancer là. Se ressaisir s'il veut terminer ses 5 pommes de terre chatouillards, car le temps presse. Attention à la cuisson, ça va être important, hein. Qu'elle soit croustillante. Ok les gars? Chef. 2 minutes, c'est le temps qu'il reste aux candidats pour lancer leur corolle en cuisson. Un timing implacable pour une étape décisive. La moindre erreur sera fatale. La cuisson, elle se fait en 2 temps. Il y a une première cuisson dans un bain d'huile à 130 degrés à peu près. Cette première cuisson permet vraiment de cuire la pomme de terre à cœur sans trop la colorer. Et une fois que c'est fait, on plonge la pomme de terre dans un bain d'huile plus chaud, à 170-180 degrés, pour saisir la pomme de terre et donner la coloration et le croustillant. Là, je vais commencer à partir sur la cuisson de ma première tournée de pommes de terre. Là, on va partir sur le premier bain à 140 du coup. Je vérifie vraiment que ma pomme de terre, elle n'ait pas un choc thermique, ce qui pourrait vraiment venir altérer la forme. Ah,
Je suis très stressé là. Il faut avoir une cuisson qui est parfaite, donc une pomme de terre qui est bien cuite, et en même temps avoir quelque chose de croustillant. Ça tient pas du tout comme j'aurais espéré que ça tienne. Voilà, j'ai déjà une pomme de terre qui s'est ouverte, tu vois, et maintenant c'est trop tard pour la reprendre, donc c'est un peu compliqué. À tout moment, ta pomme de terre dans la friteuse, elle peut se casser, le pliage, entre guillemets, peut se séparer. En fait, si le moindre paramètre est pas fait correctement, ta recette, à un moment, elle va foirer. C'est la pire épreuve du monde, quoi. Genre, vraiment, j'ai envie de chialer. Vas-y, Antoine, vas-y. J'en ai 4, il m'en manque plus qu'une là. Putain, je vais pas me laisser emmerder par une pomme de terre quand même. Je galère à faire cette dernière pomme de terre, je n'arrive pas à l'attacher. C'est pas net, c'est pas Jojo. Donc en fait, j'abandonne. Là vraiment, je vais mettre celle que j'ai réussi à faire, je vais les mettre tout de suite en cuisson. Lâche pas, mon gars. Vas-y, lance. Crois en toi. On commence une pré-cuisson du coup à 140 degrés. Avec ces pommes de terre. Et voilà. Die. Là, toi. Il faut qu'il en sorte au moins 3, quoi. Vas-y, culé. Allez, attention, c'est la dernière minute de ce défi sur la pomme chatouillard. Ah, vas-y, je suis fait, franchement, ça me casse les couilles. Je sais que j'ai plus le temps, du coup là j'arrête de tenter de les accrocher et puis bah je lance tout dans la friteuse. Là, il en lance 2. Écoute, on peut encore sauver le truc. Tout était bien, mais avec la pression, ouais, délicat de faire ça et d'être précis, donc ça me saoule. Je suis le seul à n'avoir jamais gagné un défi. Franchement, là c'est une épreuve qui me parle. C'est mon domaine, donc il faut absolument que je gagne. Là, je les replonge dans le deuxième bain de friture à 170 degrés pour aller apporter la coloration désirée. Vraiment un beau doré, comme une belle frite. Vous avez dit, Victor, c'est une resta de la chatouillère. Hein. J'ai passé à 140, j'ai passé à 180 pour les colorer, les rendre bien croustillantes. Elles sont pas mal, elles commencent à être sympas, elles tiennent ensemble, donc c'est le principal. Ouais. Qu'elles soient cuites fondantes, mais quand même croustillantes. Vas-y, Antoine, vas-y. Allez, faut dresser maintenant. Ça se termine. Allez, Victor! Mettez ce que vous avez dans les assiettes. Ça va envoyer. La cuisson est pas trop mal, colorée à l'extérieur. Ok, attention. 3, 2, 1. Attention, top, c'est terminé. C'était très dur, Allez, place à la dégustation. Tout au long du défi, Philippe Etchebest les a observés attentivement afin d'attribuer un point à celui qui aura eu la meilleure attitude en cuisine. Mais avant de le révéler, place à la dégustation, car un autre point déterminant est en jeu, celui du jury composé de nos 5 chefs, accompagnés du meilleur ouvrier de France et chef étoilé, Christophe Raus. L'un des 3 candidats va-t-il réussir l'exploit de gagner les 2 points? Attention dans l'arène. On est vraiment dans l'arène de gladiateurs. Les chefs sont les empereurs et qui vont nous dire attention, et bam. Ou ils vont choisir notre sort en fait. C'est horrible. Alors, on va commencer par la proposition numéro 1, celle de Dylan. Vous jugez tout, la coloration, le taillage, l'aspect général. Qui veut réagir? Alors sur le visuel, on voit que tu as eu un petit peu de soucis sur la technique de travail. Ça manque un peu de maîtrise. Ouais, c'est vraiment pour les accrocher ensemble, j'ai perdu vachement de temps dessus. Mais du coup, je vous ai quand même mis les pommes de terre taillées, même si j'ai pas eu le temps de bien les rouler et de les cuire correctement. C'est dommage parce qu'elles étaient bien taillées. T'as une taille régulière, tu vois. L'épaisseur, elle est bien. On goûte? Qui veut commenter? Bah, elles ont peut-être manqué un peu de temps dans le premier bain parce que moi je la trouve vraiment un petit peu en sous-cuisson à cœur. Donc même si elle a coloré autour, on sent que quand même à l'intérieur, ça manque un peu, à mon goût. Je suis d'accord aussi, c'est un manque de cuisson en fait. Sur le premier bain qui fait que
Il y a le côté un peu résistant de la pomme de terre en fait. Manque de cuisson. Ah là, forcément, ouais, je suis dégoûté car je pensais vraiment que c'était un défi pour moi. Clairement, je suis pas fier de moi, donc voilà, c'est embêtant et je sais que je vais pas rapporter le point de la déguste, donc ouais, c'est chiant. Ok, on passe à l'assiette numéro 2, celle de Victor. Victor. Il a l'air fier de lui. Je me dis bon bah, au visuel on y est, la cuisson a l'air nickel, donc je suis pendu à leurs lèvres maintenant, on va attendre qu'ils me disent ce qui va se passer. Analyse de cette assiette. Sur le visuel, pour moi, c'est typiquement les pièces que tu as fait sont très nettes et on voit qu'il y a quand même une maîtrise, même si elle n'est pas au top, mais il y a quand même une maîtrise. Donc bravo. Merci chef. On goûte? Alors, je vois Stéphanie qui acquiesce. Stéphanie, réaction? Bah, je trouve que là, pour le coup, c'est cuit. La cuisson à cœur, elle est réussie. On sent même encore le croustillant. Donc ça, c'est le côté positif pour moi. Après, sur la maîtrise et sur la coloration, t'as une jolie coloration sur ta pomme de terre. Belle réalisation quand même, franchement, chapeau. Hein. Ah, tu t'en es bien sorti parce que faire ça au couteau, c'est pas évident, quoi. Avec le stress, la main qui tremble, la cuisson est bonne, la coloration est bonne. Franchement, bravo. Ouais. Mec. C'est une resta, mon gars. Ok, on passe à la troisième proposition, c'est celle d'Antoine. J'ai essayé de m'appliquer au maximum. Elles sont rondes, la coloration est belle. Je pense que la cuisson est pas mal et ouais, je me dis que ça va être plutôt bien. Là, on a quelque chose de plutôt régulier. La pomme est fermée. Il y a une belle coloration. Je pense que la taille est bonne. C'est pas mal. C'est pas mal. Wow, bravo Antoine, bravo. Bravo Antoine, félicitations. Alors, est-ce qu'on est dans les codes de la pomme chatouillard? Bah, on n'a pas le croustillant de toute Pareil, façon. petit manque de cuisson peut-être dans le premier bain. C'est vrai que sur la réalisation, ça manque un petit peu de croustillant et on peut le pousser en plus en cuisson sur le premier bain, c'est sûr. Mais c'est quand même bien réussi, hein. Franchement, c'est bien réussi. Franchement, respect. Je pense que c'est l'épreuve la plus dure depuis le début. Hein. Ouais, ça va être costaud, ouais. Messieurs, je vous laisse quitter l'arène pour laisser les membres du jury débattre du classement. Ça sent bon pour nous, en tout cas pour la déguste. Là, le point du chef, là, je sais pas qui va l'avoir, par contre. Hein. Bravo. Le mec, c'est le mec. Nous allons passer au verdict de ce défi sur la pomme chatouillard. Oh, je crois, chers membres du jury, qu'il n'y a pas eu de débat entre vous. Ça a été assez rapide pour la victoire. Chut, Stéphanie. Chut. Alors en effet, Stéphane, il n'y a pas eu de débat. Nous avons choisi l'assiette de Victor. C'est Bravo les gars. Tu as proposé une cuisson plutôt très bien menée, avec une belle coloration, et donc en dégustation, il y avait beaucoup de plaisir sur ta pomme chatouillard. Bravo Victor. Bravo. Épreuve de zinzin. Bravo. Je suis trop content, c'est une mission accomplie. J'ai brillé sur une épreuve ultra technique et face à un jury pareil, c'est hyper satisfaisant. Déjà, on a un point. Ça met déjà un peu de baume au cœur pour le reste de la journée. Et je vais donc révéler le point que Philippe Etchebest a attribué sur le travail en cuisine pour s'inspirer, bien évidemment, du concours du meilleur ouvrier de France. Le point de Philippe pour le travail en cuisine, c'est pour Antoine. Mon gars. Pourquoi, chef? Donc j'ai mis un point à Antoine parce que bon, son poste de travail était vraiment carré, c'était très propre, très clair. Il a pensé à mettre ses parures dans l'eau, à bien les conserver parce que le gaspillage est interdit en cuisine. Donc c'est pour ça que j'ai mis un point à Antoine. Je suis content pour l'équipe, les gars sont contents aussi, donc ça nous fait du bien. On se dit, on est bien parti, on veut pas y aller en définitoire, on part très très bien. Les rouges et les gris ont chacun marqué un point. Mais tout est encore possible dans l'enceinte du Cirque national d'Amiens. Place au deuxième défi, l'omelette aux œufs brouillés à la manière des meilleurs ouvriers de France.
On continue avec un défi qui va être très compliqué pour eux. Déjà, une omelette simple, c'est pas facile à faire. Mais là, en plus, incorporer des œufs brouillés à l'intérieur, garder la forme parfaite, c'est chaud, c'est chaud. Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans la créativité, hein, c'est pas ce qu'on recherche, c'est vraiment le geste du cuisinier, la dextérité dans la façon de faire. Donc là, on est vraiment sur une épreuve très ciblée et très technique. Et pour ce défi, digne des exigences du concours des MOF, c'est Viviana pour les gris, Aboubacar pour les rouges et Nicolas pour les beiges qui se lancent dans l'arène. Avant d'être dégustés, les 3 candidats seront d'abord jugés par Philippe Etchebest qui scrutera dans les moindres détails leur attitude et leur rigueur en cuisine. Pour espérer remporter des points, les candidats devront maîtriser à la perfection les 3 étapes clés de la recette. Les œufs brouillés, l'omelette et enfin l'assemblage. On commence tout de suite avec les œufs brouillés façon meilleur ouvrier de France. Les œufs brouillés façon MOF, on pourrait croire que c'est simple, mais en réalité, ça reste très technique. La difficulté, c'est de bien gérer la température. Le feu doit être doux, il ne faut pas que ce soit trop vif, sinon ça coagulerait trop vite et on n'aurait pas ce côté onctueux. Et là, je vais, avec une spatule, vanner ces œufs brouillés en décollant à chaque fois ce qui va coaguler au fond de la casserole. Ensuite, pour arrêter la cuisson, on va rajouter quelques morceaux de beurre et on va l'incorporer hors du feu pour stopper la cuisson des œufs brouillés. Ce que j'attends des candidats, des œufs brouillés avec une texture qui va être très crémeuse, très onctueuse, avec toujours ces morceaux d'œufs brouillés qu'on aime bien avoir en bouche. Viviana se bat pour l'équipe grise. Ah, Vivi. Ah, la Vivi. Depuis le début du concours, elle a du mal à prendre ses marques. Résultat, elle a participé à tous les défis éliminatoires. Malgré cela, elle aborde ce défi sereinement. Et pour cause, la maîtrise et la rigueur du travail bien fait, ça la connaît. Les omelettes, elle en a fait... Elle a bossé un peu à la au petit-déj. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah, vas-y. C'est bien ça. Si elle ne l'a pas crié sur les toits, cette jeune chef italienne a pourtant un CV qui pourrait en effrayer plus d'un. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec des grands chefs que j'estime beaucoup. Michel Guérard, 3 étoiles, c'était très bien. Je pense que c'est la maison où j'ai appris le plus. Ensuite, j'ai travaillé chez Esben Bang, 3 étoiles en Norvège, et Eric Fréchon, MOF, et 3 étoiles à Paris. Et attends, ça fait combien d'étoiles au total, là? 3, 6, 9, ça fait 11 étoiles. C'est beaucoup, hein? Avec un tel parcours, Viviana a donc a priori toutes les armes pour répondre aux exigences techniques des meilleurs ouvriers de France. Mais quand on a chef Etchebest sur le dos, forcément, la pression se fait sentir. Ah, le chef. Mais la pression, le chef à côté. Bah, dis-toi que c'est comme ça, en fait, en vrai, concours. Tu peux en avoir 3 membres de jury autour de toi qui te regardent et qui disent rien. Ça met la pression. La première fois qu'on a un chef en cuisine, c'est stressant. C'est quand même quelque chose d'être à côté de quelqu'un aussi imposant. Et en plus, le chef, je pense, il joue un peu avec nous, il nous regarde un peu bizarre. Je me dis, j'ai peur. Dommage. Mon Dieu! J'aimerais pas être à sa place à ce moment-là. Là. C'est l'angoisse. Là, j'assaisonne ma bouillade d'œuf. Là, il prend clairement des notes, donc ouais, grosse pression derrière. Là. Ouais. Viviana, elle est un peu hésitante, donc je la sens un peu stressée. Mais c'est une jeune femme qui a beaucoup de volonté, un beau parcours, un très beau CV. J'espère qu'elle a des épaules pour gérer sa pression. Il met la pression, le chef. Elle goûte, là, c'est bien, il faut goûter, C'est bon, c'est bien salé. J'ajoute du poivre, un peu de peps pour les chefs. Mes œufs brouillés, c'est de la crème. J'ai changé la casserole. Comme ça, on arrête la chaleur, que ce soit trop sec. T'as arrêté ta cuisson? Oui, chef. Comment? J'ai changé de casserole. T'as changé de casserole? Oui, Okay. Pour fermer la température. T'as mis autre chose dedans? Non.
Préférence, on arrête la cuisson au beurre. Alors, tu mets ce que tu veux en beurre, hein, bien évidemment. Je viens juste de... Mais on arrête la cuisson, on Oui. ajoute un cube de beurre, juste pour arrêter, pour C'est stopper. vrai que moi, j'ai toujours rajouté pour stopper de la crème. Ça se fait pas. Beurre. Je comprends. Pas de crème. Non, pas de crème, pas de crème, pas de crème. Vous parlez trop, les Italiens, vous parlez trop. Oui, chef. Côté rouge, c'est Aboubacar qui est à la manœuvre. Vas-y, Abou, vas-y. Fonce, fonce. Depuis le début du concours, ce candidat a toujours fait ses défis en binôme. Une victoire et 2 belles secondes places qui font de lui un adversaire remarquable. Mais aujourd'hui, Aboubacar veut montrer de quoi il est capable sur un défi en solo. C'est la première fois que je cuisine tout seul aujourd'hui. C'est une occasion pour moi de me démarquer, enfin, et rentrer à 100% dans le concours. Il est confiant, il est concentré. En tant que sportif, c'est un peu comme un combat de taekwondo. Je rentre dans l'arène, concentration au maximum. Moi, je suis compétiteur dans l'âme. J'ai fait du taekwondo pendant nombreuses années. Et j'ai toujours cette âme de me battre, la résilience, de pas lâcher le morceau. Là, je démarre la cuisson des œufs brouillés. Très confiant. Ah bout. Faites très attention à la gestion de la température. Les œufs brouillés doivent être cuits de manière régulière. Il faut que je fasse attention à pas trop faire coaguler les œufs. Ça prenne de trop et que ça soit sec en bouche. La difficulté, c'est faut que les œufs brouillés soient pas trop cuits. Je décide de laisser cuire la fouille. Tu démarres tes œufs brouillés, là? Oui. Je démarre mes œufs brouillés. Donc t'es sûr que ça se fait avec le fouet? Oui, je le fais au fouet. D'accord. Ben non. Non? C'est avec une spatule. Oh! Ah ouais, ah ouais. Bon, ça, c'est une maryse. Spatule. Voilà, c'est la cata. Bah, chef Etchebest est très pointilleux. C'est chaud, hein. Je suis en angoisse de ouf. Voilà. Ah, bien. Je savais pas. Merci, chef. La différence avec la spatule, c'est qu'on arrive à garder une texture dans les œufs brouillés qu'on n'a pas avec le fouet. Avec le fouet, on casse tout, en fait. On donne quelque chose de trop homogène. On veut pas quelque chose de lisse dans les œufs brouillés. Je pensais pas que que même le matériel est rentré aussi dans les poches. T'es fou, les meufs, c'est une dinguerie, gros. Ouais, mais c'est un truc de fou. Ça rajoute une petite pression, mais on est là pour se corriger et de progresser. Et on vanne les œufs. Vanner, c'est ce geste de bien remuer les œufs. Nicolas, qui porte les couleurs de l'équipe belge, est un technicien hors pair, biberonné à l'école du casse. Son ambition est très claire. J'espère que je peux ramener le maximum de points. Je joue pour mon équipe, il y a 2 personnes derrière moi. Faut pas se foirer et travailler correctement jusqu'à la fin, bien concentré. Allez, Nico, 2 points à ramener, là. Il a l'air déterminé, focus. Il a l'air vraiment déterminé dans ce qu'il va faire, ouais. Après un démarrage en fanfare, avec une victoire notable sur le premier défi éliminatoire de la saison, On peut parler d'un coup de peut cœur. pas Hein. être Ah oui, on peut parler d'un Coup de cœur à l'unanimité. Franchement. et une première place chez Paul Bocuse, Nicolas, venu dans Top Chef pour affirmer son univers culinaire, a très mal vécu son échec de la semaine dernière. C'est une assiette complexe, hein. Mais c'est vrai que on l'a pensé un peu en dessous des 2 autres. Ce candidat, rompu à la rigueur des étoilés, n'a pas l'intention de rester sur cette défaite et compte montrer toute sa technicité à Philippe Etchebest dans l'espoir de retrouver sa place de favori dans le concours. Mon plan de travail doit être absolument nickel. Ça, c'est pour moi un fondamental, mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qui doivent être respectées, peu importe les conditions et peu importe qui nous juge. C'est la base pour moi, c'est aussi ça. C'est important d'être propre sur soi quand on travaille et d'avoir un environnement propre, organisé, rangé. Mes collègues, ils savent bien que ça me définit plutôt bien. Ouais. Pour moi, ça serait un échec de pas récupérer ce point, qui me semble facilement accessible finalement. Ça mange comme je le veux. Le chef m'observe et je me sens observé. C'est le moment de rester très concentré. Ouais, c'est bien, il rassure son truc. Bon, il y a le chef qui tente d'être un peu intimidant quand même, je pense. Hein, Je pense qu'il va rester il est là pour focus, ça il va pas aussi. y penser. Genre, il pense pas qu'il est là, c'est bon, il reste dans son truc. Le chef goûte. Il s'en va sans rien dire. Bah, je pense que ouais, moins il le reprend et mieux c'est. Je pense que c'est bien, je pense que c'est bon signe, il va dans la bonne direction. Et j'ai fini la cuisson de mes œufs brouillés. Il faut surtout que les œufs brouillés ne soient pas trop cuits, ils restent un petit peu crémeux. On le sent serein, là. Je trouve que Nicolas démarre vraiment bien l'épreuve. En tout cas, il est dans l'esprit de ce qu'on attend d'une épreuve des meilleurs de France. C'est exactement ça.
Alors que Viviana et Nicolas ont terminé leurs œufs brouillés, Aboubacar semble lui viser une cuisson longue durée. T'as pas fini tes œufs encore? Non, chef. Là, c'est chaud parce que je crois que tout le monde a fait ses œufs brouillés et lui, c'est pas du tout cuit encore. Bon, on y est presque. On est un peu stressé parce que je vois Gabou, il perd beaucoup de temps pour faire cet œuf brouillé et il monte pas la température. Je suis en train d'accélérer mes œufs brouillés pour finaliser la cuisson. Effectivement, c'est beaucoup trop long. Je pense que le feu est bas. Mais j'ai peur que ça accroche, en fait, dans la gamelle. Je veux pas qu'il y ait des morceaux d'œufs trop cuits. Plus de temps à perdre, car ses adversaires entament déjà l'étape 2 de la recette. Une omelette en elle-même, une omelette simple, est très dure à faire. Pour une omelette, je vais utiliser un œuf que je vais mixer pour que le jaune soit bien incorporé dans le blanc et vice versa. Il faut une texture très homogène, c'est important, pour que au moment où je vais verser cet œuf mixé dans la poêle, on ait une texture très lisse, très uniforme, avec une température pas trop forte non plus, feu moyen, pour pas que ça saisisse de suite l'œuf. Et là, on laisse cuire gentiment cette pellicule. Une belle omelette, c'est une omelette qui est bien lisse. Il faut qu'il y ait une coloration régulière, juste blonde, et il ne faut surtout pas qu'il y ait de plis. Donc c'est pas si évident que ça non plus. Je vais commencer à essayer de faire une omelette. J'espère que les points c'est pour moi. Je suis dans l'arène, je fais tout ce que je peux. Allez, ma Vivi, on y va. Hein. On envoie. Je dois œufs. Mon omelette, il faut qu'elle soit bien mixée, lisse, pas trop épaisse, tout ce qu'il faut, quoi. Je fais un feu entre les deux. Oh la vache. C'est un peu trop épais pour moi. Parce qu'après, il va rajouter les œufs brouillés dedans. C'est ça, il y a trop d'œufs. Ouais. T'as beaucoup d'œufs là. C'est trop? Ah oui, parce que tu vas mettre t'as déjà beaucoup de matière. En fait, tu vas rajouter en plus la matière à l'intérieur. Alors Viviana, le problème, c'est qu'elle s'est mise trop dans son style de cuisine qui, je pense, est très généreuse. Sauf que là, il y a des règles très précises. C'est justement de travailler juste avec les bonnes quantités et il faut le respecter absolument. Mais... Putain, elle va faire du gâchis. Aïe, aïe, aïe. Non. Aïe, 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 pourquoi tu fais ça? Là, j'ai un coup de pression. Moi, je suis quelqu'un qui jette jamais rien. Et là, je jette l'omelette. En plus, elle était belle, l'omelette. J'aurais pu la manger. Alors attention, vous faites une omelette aux œufs brouillés. Donc réfléchissez à combien d'œufs vous mettez pour faire la base de l'omelette. Non, c'est quoi, c'est 3 œufs, hein? Je sais pas, parce que vu qu'elle est brouillée, je pense en vrai, t'en mets juste 2, c'est assez, hein. Je vais recommencer. Le chef, il m'a dit, c'est trop d'œufs, donc là, j'ai accepté les conseils, et là, j'essaie à faire meilleur. Je comprends vite fait ce qu'il faut faire. Hop, je recommence. Avec 2 œufs. C'est compliqué niveau timing. Tu vas pas aller en défi éliminatoire. Alors que Viviana recommence son omelette avec 2 œufs, Nicolas, comme à son habitude, tente le tout pour sortir du lot. Ce que je vais essayer de faire, c'est donc de faire ma base d'omelette avec 2 blancs et un jaune pour vraiment avoir une omelette bien lisse et bien blanche. Pour moi, omelette dit Palace et Palace dit omelette lisse et omelette blanche. Aujourd'hui, c'est une omelette mof, mais comme c'est impossible de montrer notre personnalité à travers une omelette, moi j'ai déjà réfléchi en me disant comment je vais pouvoir montrer que moi mon omelette c'est comme ça. Et je me suis dit si je balance un petit peu ma quantité de blanc et ma quantité de jaune, ça me permet d'essayer de me démarquer. T'as mis combien d'œufs là? J'ai mis 2 blancs et un jaune, chef. Pourquoi 2 blancs et un jaune? Pour avoir une omelette un peu plus blanche. Ouais, on va voir le résultat. Hein. Alors Nicolas, c'est toujours pareil, c'est compliqué quoi. Il se rajoute quand même beaucoup de difficultés, mais il faut qu'il fasse attention. Je pense qu'au niveau de la texture, ça va jouer. De son côté, Aboubacar, qui a perdu beaucoup de temps, termine enfin la cuisson de ses œufs brouillés. Voilà, mes œufs commencent à coaguler, je vais les réserver de côté quand même. Voilà, go, on repart sur les omelettes. Come on. Carbure, come on. Attention, fan chrono dans 5 minutes. Allez, on se dépêche. Là, c'est la dernière minute du combat, ouais. Et j'ai pris un peu de retard sur la cuisson de mes œufs brouillés. Forcément, là, c'est compliqué. Bon, c'est un peu timing serré, là, parce qu'il est en train de faire ses omelettes et il reste vraiment pas longtemps. Le temps file. Et là, dans ma tête, c'est la panique. Je m'affaire, je commence à accélérer le pas. Tant que le chrono n'est pas fini, faut pas lâcher. Ça y est, allez à bout. On y un peu va, stressé. les omelettes. Les dernières minutes d'un combat, faut rester focus. Tu es en train de stresser pour une omelette, les gars. Je suis un PLS. J'en peux plus.
Je me suis laissé dépasser par la cuisson de ces œufs brouillés. J'ai pris beaucoup de retard dessus. Faut que je me dépêche de sortir mon omelette très rapidement. C'est-à-dire là, je mets le feu beaucoup plus fort. Mon omelette va sortir là tout de suite. Le chef Etchebest, il lui a presque rien dit à part le coup de la spatule. Le poste, il est laser à bout, il C'est est vrai que son laser. poste est très propre. Les omelettes, elles sont là. Il faut que les œufs brouillés soient bien renfermés dans l'omelette. Ça ne doit pas déborder, hein. Là, la difficulté, ça va être de pas casser justement l'enveloppe et de laisser échapper les œufs brouillés. Ce qu'on attend, ça va être d'avoir le bon geste pour tenir la forme d'omelette bien bombée et avec une forme de ballon de rugby. Pas question de sortir sur une épreuve de MOF pour moi. Et ça serait un échec qui est personnel. Donc aujourd'hui, voilà, quand on va essayer de montrer le meilleur et d'aller au bout. J'utilise l'arrondi de la poêle pour pouvoir bien la former. Quand mon omelette est bien positionnée, je rabats les côtés, je laisse mon omelette positionnée dans le creux de la poêle, pouvoir la démouler dans l'assiette au dernier moment. Je me sens bien, là ça touche un peu à sa fin, donc je suis dans les temps. Ouais. En plus, le temps, il passe tellement vite. On lui fait full confiance. Alors là, personne ne met ses au chaud. Dommage. À tous, là, s'il vous plaît. L'omelette se sert chaude ou froide? Chaude. Chaude. Ok, très bien. Ça va. Donc, sur quoi on sert les omelettes? Ah, Sur des une- assiettes d'accord, chaudes. sur une assiette chaude, oui. Ah ouais. Vous savez, c'est ce genre de petits détails. Oui, effectivement. Hein? Je devrais pas vous le dire, hein, ça. Hein. Et c'est comme pour tous les plats de toute façon. Un plat Oui, chef. chaud se sert sur une assiette chaude. Oui, chef. Oui, chef. Allez, dernière minute. Ça me met la pression. Ça me met la pression de me faire déguster par les chefs et j'espère que ça va bien passer. C'est la merde. Oh, c'est terrifiant, le chef derrière, là. Oui, ben ça, chef, j'y arrive pas. Ok, pas de problème. Allez, 30 secondes. On y va, là. Là c'est la 5e semaine en Top Chef, donc voilà quoi, on a un pied dedans et on a envie d'y rester. Ah, ça a l'air bien, hein, Nico. Ah, c'est galère. Putain. Dabo. C'est la merde. Non, mais oh là là, ça va pas du tout. Ouais, très stressé. Franchement, Ouais, quand t'es pris par le temps, c'est insupportable, en vrai. Même si l'aspect est pas sexy, ça c'est sûr. Le truc que je veux surtout pas, c'est de sortir en assiette vide. Et il faut montrer jusqu'au bout que tu lâches pas. Quelque chose de pas lisible, là, ça me gave. Je pense que ça va être très très juste. Les chefs sont déjà prêts à déguster votre omelette. Maintenant je vais venir l'illustrer, c'est la dernière attention avant que l'omelette parte chez le client. elles ont l'air belles, elles ont l'air belles. Mais là, c'est bien, Vivi. Allez, pause. Doucement. Oh là, elles sont magnifiques. C'est beau, Vivi. Qu'est-ce qui se passe? Après, elle a l'air de les avoir pliés juste en deux, non? Ouais, mais bon. Mais c'est toujours. Attention, pas trop mettre de beurre, je vais mettre un petit tour de moulin à poivre. Ouais, l'omelette elle doit être parfaitement assaisonnée. Attention, 5, Là je vais ranger mon poste, il me reste quelques secondes, je sais que c'est important. 4, Très compliqué. Casse les couilles. Bon, bah, Abou, il est vénère. Hein. C'est bien. Après, c'est une cata. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Allez, on va tout de suite servir les membres du jury. Avant de découvrir à qui Philippe Etchebest va attribuer son point sur l'attitude et la rigueur en cuisine, place à la dégustation. Viviana, Aboubacar et Nicolas vont présenter leur omelette aux œufs brouillés aux 5 chefs, accompagnés d'un invité prestigieux, Michel Roth, Bocuse d'Or et meilleur ouvrier de France. Ensemble, ils attribueront un point à la meilleure réalisation.
Allez, on commence l'assiette numéro 1 de Nicolas. Visuellement, déjà, première analyse. Donc, uniquement sur l'aspect visuel, tu l'as bien illustré, hein, ton omelette à la fin, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Normalement, on doit avoir une couleur régulière, jaune clair, et surtout pas de plis. Bon, là, il y en a un petit peu, c'est vrai qu'on a une irrégularité dans la coloration. Sinon, elle aurait pu être fermée, vraiment un peu rabattue sur les côtés, mais en tout cas, la forme est là. Moi, visuellement, c'est plutôt les grains de poivre sur le dessus de l'omelette qui m'ont un petit peu... voilà, on n'a pas l'habitude sur une omelette. Normalement, c'est un coup de pinceau lustré. Normalement, on réassaisonne pas le dessus de l'omelette, donc c'est un parti pris, voilà, qui est un peu différent. C'est vrai que normalement, il vaut mieux en mettre dedans. En plus, ça donne une couleur. Normalement, ça doit être lisse, elle doit être homogène. Ça, c'est détail, les gars. Mais là, ils sont obligés d'aller chercher la petite bête. Ah oui, sur des omelettes comme ça, il faut aller chercher le tout petit détail. Avec des chefs comme ça, un grain de poivre, un grain de sel. Un grain de sable, un bal rouage. Vous pouvez déguster. Ok, alors... C'est vrai qu'il manque peut-être un peu de sel, mais c'est vrai le côté tour de moulin sur l'omelette, on le sent encore maintenant, le poivre revient en bouche. Ouais, moi j'aime assez, moi. Le tour de moulin à poivre à la dernière minute, gustativement, on le sent et c'est plutôt agréable, quoi. Moi, j'ai un truc à te dire. C'est la question que je t'ai posée, pourquoi tu mets 2 blancs, un jaune, et on sent dans la texture, on a quelque chose qui est un peu plus caoutchouteux au niveau de l'enveloppe. C'était quoi l'idée d'utiliser 2 blancs? C'était d'avoir quelque chose d'un peu plus solide? L'idée, c'était vraiment de contraster le côté très moelleux de la brouillade et un peu craquant du coup de l'enveloppe. D'accord. C'est vrai que moi, je savais pas t'avais mis 2 blancs. En mangeant, je me suis dit, elle est trop cuite, son omelette. Il est saoulé, là, Nico, putain. Une omelette au blanc d'œuf, ça a pas la même texture, et la texture de l'omelette, c'est primordial. Je trouve qu'en revanche, les œufs brouillés à l'intérieur, ils sont bien onctueux, bien moelleux, bien jaunes, bien crémeux. Enfin, les œufs brouillés à l'intérieur sont plutôt agréables. C'est vrai que les œufs brouillés étaient très moelleux et on avait envie d'y revenir, quoi. Merci, chef. Bravo, Nico. Allez, on passe à l'omelette numéro 2, celle d'Aboubacar. Visuellement, qui veut réagir? Visuellement, tout de suite, on voit que les blancs et les jaunes n'ont pas bien été mélangés, homogénéisés. Donc, on a déjà quelque chose qui n'est pas uniforme, et ça, c'est embêtant pour une omelette, quoi, hein, à mes yeux. Et normalement, le brouillé doit être enfermé dans l'omelette. De toute façon, dans tous les cas, ils n'allaient pas me dire, ouais, elle est lisse, elle est belle. Non, bah non. J'ai sorti dans la précipitation. Bah, forcément, ces retours sont logiques. Ok, allez, vous pouvez déguster. Ok, alors, qui veut réagir? Michel? C'est vrai que déjà, les œufs brouillés sont, entre guillemets, mal mélangés. Donc, du coup, même sur la dégustation, on a un petit peu le blanc qui est en bouche. Donc, c'est pas homogène. Il n'y a pas ce moelleux d'un œuf brouillé, mais l'assaisonnement est plutôt bon. C'est plus baveux que onctueux. C'est probablement le parti pris, mais c'est vrai que c'est ce qui fait que ça coule un peu. De toute façon, il y a un thème qui est demandé, donc il faut appliquer le thème. Le sujet, c'est une omelette avec des œufs brouillés à l'intérieur qui doivent être complètement enfermés. Et le problème que tu as eu sur tes œufs brouillés, t'as mis beaucoup de temps à les cuire. Il s'est laissé un peu déborder par le temps avec la cuisson de ses œufs brouillés, donc oui, forcément, il a dû accélérer la cuisson de son omelette et tout était pas... C'est pas sharp, quoi. Ouais, alors, pour le coup, gustativement, si on parle pas de critères de référence, j'aime bien les omelettes comme ça. Donc, je donne mon goût personnel, j'aime bien ton omelette. Merci. On passe à l'assiette de Viviana. Allez, Vivi, et confiance, Vivi. Visuellement. Oh, elle est propre quand même. Elle est belle, hein. Elle a l'air belle quand même. Hein. Alors, sur le visuel, elle est lisse, presque ovale, bien lustrée. La brouillade est uniforme. Non, moi je trouve que c'est une belle réalisation. Enveloppe très fine qui est aussi une prouesse technique d'arriver à enfermer les œufs dans une enveloppe fine. Elle est restée bien blanche.
un visuel vraiment qui correspond aux critères de l'omelette et ce qu'on attend d'une omelette. C'est vrai que c'est fin, c'est raffiné. Oh, on a sorti une laser. C'est pas mal du tout. Et ce que je reproche, ça manque un peu de générosité à l'intérieur. T'as eu peur d'en mettre trop et que ça sorte? Oui. Ok, allez, vous pouvez déguster. Déjà, première analyse. Il y a une enveloppe très fine, ce qui fait qu'on n'a pas tué l'œuf brouillé à l'intérieur. Franchement, l'enveloppe est super délicate, c'est très agréable. Du coup, l'équilibre entre l'œuf brouillé et l'omelette, ça fait très bien. Ah, c'est plutôt réussi. C'est bien. Ouais, c'est plutôt réussi, c'est plutôt réussi. Bravo, Vivi. Bravo. Franchement, bravo, Vivi. La brouillade est bonne. C'est plutôt réussi quand même, je trouve. Ah, Viviana, on la voit pas sous ses airs de petite italienne, mais machine. Elle en a sous le coude. Elle en a sous le coude. Petit reproche pour moi, un peu trop de poivre. Ok. C'est vrai que j'ai bien poivré les œufs brouillés. Allez, je vais laisser les membres du jury délibérer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, nous sommes tous les 6 tombés assez vite d'accord sur l'assiette et l'omelette, donc, de Viviana. T'es trop fort. Putain. Bravo. Bravo, Vivi. Chapeau, merci, je suis trop contente, c'est incroyable. Je suis en apothéose. Je me dis peut-être le défi éliminatoire ce soir c'est pas pour nous, donc je suis super contente. C'était une omelette voilà qui selon les critères du jour était parfaitement réussie. On avait quelque chose de très lisse, de bien blanc, une enveloppe extrêmement fine, très moelleuse qui renfermait des œufs brouillés plutôt moelleux, bien agréable. Donc franchement, c'était une belle réalisation aujourd'hui. C'est juste énorme, elle s'est battue comme une lionne dans l'arène et elle a tout donné, ouais. Donc on est trop fiers d'elle. Et sur le travail en cuisine, Philippe a attribué son point à Nicolas. Chef Nicolas. Nicolas, tu as été le plus carré en fait sur ton organisation. C'est vrai que ton poste de travail était propre. Il y avait une belle gestion de ton plan de travail, des produits aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai donné ce point-là. Après 2 défis acharnés, les gris prennent la tête avec un point d'avance sur les beiges et les rouges. C'est chaud, là. Tout reste à jouer. Mais il reste un ultime défi pour les départager. Place au 3e défi. Réaliser un plat avec comme élément imposé une panure à l'anglaise. Alors, une panure à l'anglaise, c'est une protéine, voire même un légume, qui est passé dans la farine, dans une anglaise. Ce sont des œufs mélangés, assaisonnés et dans de la chapelure de pain, et qui est ensuite poêlée. Alors, une panure à l'anglaise, ça peut faire partie des sélections pour le concours du meilleur oreiller de France. C'est quelque chose d'assez basique qu'on apprend à l'école. Ce qu'on attend d'une panure, c'est qu'elle soit parfaitement régulière en coloration, dorée, qu'elle soit à la bonne épaisseur, en proportion à l'épaisseur de la viande aussi. Et vraiment l'intérêt, c'est d'avoir une panure très fine, très délicate et bien croustillante. Mais en plus, il faut qu'il n'y ait pas de surcuisson au niveau de la viande ou du poisson. Il faut être attentif sur tous les détails, parce que tout compte. Allez là, allez. Donnez tout, cassez tout. Pour ce dernier défi, particulièrement périlleux, 2 candidats par équipe vont mettre leur talent à l'épreuve dans un challenge mêlant technique et créativité. Vas-y, la famille. Allez. Pour l'équipe grise, Alexis et Antoine. Un binôme détonnant qui aurait des raisons d'inquiéter car ils ont tous les deux l'habitude de remporter leurs défis grâce à une créativité régulièrement soulignée par les chefs. Poisson. Ok. Dorade royale. Vas-y, hein. Le poisson, c'est sûr que c'est pas le plus simple quand on utilise une panure à l'anglaise. C'est un produit très délicat qui est compliqué à cuire. En plus, avec la panure, c'est vraiment très compliqué d'être très précis. C'est audacieux, mais c'est ça, je pense, qui pourra faire la différence. Donc, on va partir du coup sur une dorade panure à l'anglaise. Et à côté, vraiment garniture légumes racines. Allez, ça part. Moi, j'y crois dans la recette d'Alexis et Antoine. C'est un duo incroyable, donc je me fais pas trop de soucis pour eux, en vrai.
Pour les rouges, Matteo et Louise, ce n'est pas la première fois qu'ils cuisinent ensemble et ils s'étaient démarqués lors de leur défi commun avec une victoire retentissante. Il y avait une cuisson de la lotte qui était absolument merveilleuse, avec le végétal du chou, avec les petites moules, avec cette sauce qui avait une légère acidité. On a pris beaucoup de plaisir dans l'équilibre global de ce plat, donc franchement, bravo. C'est un bon binôme, ils ont déjà fait leurs preuves. Ils ont tout cartonné à Lyon avec la recette du poisson en croûte de pâte feuilletée, donc franchement... Ils sont laser. Alors, on fait de la viande, non? Ouais. On fait quoi? Milanaise. Milanaise. Milanaise de noix de veau. Milanaise de veau, c'est vraiment classique de les classiques, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un épreuve MOF et il faut rester classique, quoi. Milanaise de noix de veau. Là, on a la grosse côtelette, qui c'est la star de l'assiette. Mathéo joue à la maison, on voit la milanaise. Et enfin pour l'équipe belge, Léa et Nicolas. Ils ne partent pas favoris avec une seule victoire chacun, mais sur ce défi qui juge à la fois la technique et la créativité, le bagage étoilé de Nicolas, allié à l'imagination débordante de Léa, pourrait bien faire la différence. Léa, ça te va la volaille? Ouais, la volaille, ça me plaît bien. C'est une bonne idée d'utiliser de la volaille. Le choix du poulet, c'est assez stratégique parce que si on travaille les cuisses, c'est un morceau qui est assez gras et qui sèche pas et qui tolère la surcuisson. Je sais que ça va marcher. On va reconstituer une cuisse de volaille. Ouais. Donc, en fait, ça va être une forme un peu conique, panée, et ensuite je vais venir planter le manchon de la volaille dedans. On y va. 3 propositions très différentes, mais un objectif commun, rafler un maximum de points. Je vous rappelle que j'observe tout. Soyez très très vigilants, tout va compter. Et un point pourra faire la différence. Ok? Oui, chef. Travaillez proprement parce que le chef il est là, il nous regarde. Donc faut pas faire trop les fous là. En effet, pour Alexis l'excentrique, pas question de faire les fous. Bon les gars. Oh la vache. Excusez-moi. Je voudrais pas vous mettre des écailles, chef. Hein. Je voudrais pas vous mettre des écailles sur vous. Oh là là, il va les allumer. Déjà, tu peux éviter d'en mettre partout. Ouais, me protéger, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Quand je vois le chef Etchebest, beaucoup de pression au pont, j'ai même des gaz. Pour dire à quel point j'étais stressé, quoi. Oh, yes. J'ai pas fait exprès. J'ai pas vu vous retenir. Il rend fou, ce mec. Vous êtes parti sur quoi comme recette? On est parti sur la dorade royale, du coup, pour ce plat-là. Donc c'est la dorade royale qui sera panée. Ouais, exactement. On aura vraiment le beau filet de dorade, bien pané, joli sur la gauche. Contisé avec des feuilles de cresson. Et pour la garniture, il y aura une potée, topinambour, navet, cresson. Et à côté, il y aura un petit montage de slices de navet et de topinambour. Rôti, un peu de topinambour frit parce que c'est très très bon. Je vais faire une petite mayo condiment herbe qui sera bien punchy avec du citron, de l'amande, du cerfeuil. Et voilà, chef. Ok. Il y a une chose de prévue ou pas? Ouais, bien sûr, on va partir sur une sauce base matelote. C'est une sauce de poisson déglacée au vin rouge. On va utiliser les arêtes, toutes les parures que Alexis a pris. On va venir les faire griller, les déglacer au vin rouge. Ah. Alors, la recette d'Antoine et Alexis, intéressante. Ils ont utilisé la dorade à paner, très joli poisson. Le risque, il est sur la cuisson de la dorade. Voilà, c'est bien maîtriser à la fois la cuisson de la panure. On veut une panure qui soit homogène en termes de cuisson, qui ait une couleur uniforme, et en plus maîtriser la cuisson du poisson. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Voilà, il faut bien gérer ça, sinon le poisson risque d'être trop sec. Là, c'est la panure de ma vie, là. Faut qu'elle soit belle, croustillante, réussie. Donc là, je vais tout simplement pulvériser la chapelure, qu'elle soit encore plus fine. Pour pas qu'on ait de craquelure, que ça soit trop gros, et qu'au final, parce qu'en fait, ça craque à la cuisson. Ce sera plus net, hein. Vas-y, les gars. Laisse-les tranquilles, là. Lâche-les, défonce-les. Et ramène les points à la maison. Allez, vas-y, fonce, fais ça joli, applique-toi. Donc là, je passe dans la farine mes filets de dorade qu'on a ouverts, puis contisés avec des feuilles de cresson, qui va rajouter de la fraîcheur, mais aussi un côté poivré. Donc le but, c'est que les chefs, ils s'ennuient pas juste à manger du poisson pané, quoi. On fait pas les bâtonnets surgelés comme quand on est petit, quoi. Donc là, je les trempe dans l'œuf qui est salé au préalable, très important. C'est l'œuf qui fait le lien et qui permet à la chapelure de coller. Il va falloir souper, là. La cuisson, c'est un peu le moment le plus important de la recette. Si je joue de la cuisson, je joue le plat, quoi. Donc, va falloir souper. Hein. Une cuisson dans une panure, c'est un peu à l'aveugle, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a à cœur.
Donc c'est un peu un défi aussi de prendre le poisson aujourd'hui parce qu'un poisson, si c'est trop cuit, ça va perdre du jus, ça va être très sec. Et un poisson en sous-cuisson, c'est pas mangeable. Donc c'est un peu dangereux là. Là, il faut tourner le poisson, Alexis. Tourne le poisson, frère. On a juste que la dorade elle soit bien cuite. Donc là, je l'ai marqué sur un premier côté. La couleur sera plus jolie après avoir mis le beurre, quand je vais arroser. Alors attention à tout le monde, là, écoutez-moi attentivement. On est sur la panure à l'anglaise, donc une panure couleur blonde, un peu plus poussée, homogène. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Magnifique, magnifique. Fait une belle cuisson, on maîtrise. Faut pas oublier que ça va tirer aussi, donc faut pas trop le surcuire quoi. On veut surtout pas aller en défi éliminatoire, là, c'est mort. Je vais le sortir là. Je le sors, je l'égoutte, je le mets autour de moulin et c'est fini. La panure est très très bien faite, elle est très belle, ça fait des jolis pavés, pas de soucis, c'est net, tout va bien. Moi, je suis assez confiant. Mais si vous imaginez que ce duo d'ultra créatifs va se contenter d'une jolie panure, c'est bien mal les connaître. Il y a des belles laitences là. C'est-à-dire, parle-moi français. Vulgairement, le sperme. Ah. Il y a quelque chose qui mange beaucoup les Japonais, ça s'appelle le shirako, donc la laitance de poisson. Pour les communs du mortel, c'est le sperme du poisson. Je vais goûter les laitances, voir le goût qu'elles ont. Bon, concrètement, je vais manger du sperme. Quelqu'un a déjà mangé du sperme de dorade? Bah, de dorade, non. Viens, goûte Antoine, s'il te plaît. Hein? Goûte, s'il te plaît. Non, c'est mort, c'est mort. Oh. Je te fais confiance. Ah non, j'ai pas envie de manger du sperme, quoi, donc je te dis Moi, je pense que c'est une bonne idée, donc... Moi, je trouve ça plutôt bon, ça me rappelle un peu un foie gras cru, quelque chose de très crémeux, très gourmand. Je l'ai fait, on goûte à la fin et on voit. Donne-moi ton petit truc de kimchi, là. On va le mariner avec. Donc c'est un petit condiment avec ail et gingembre et huile d'olive, ouais. Oh, faut goûter, hein. Si ça te plaît pas, mec, on le met pas, hein. Je sais que t'es moyen chaud de goûter ça, mais ça va en vrai. Ouais, voilà. C'est bizarre. Moi, je pense que c'est un bon twist, hein, mais... Et ça se mange vraiment, t'es sûr de toi, hein? C'est... On va les coller au chalumeau, hein. Ouais, colorier, ouais. Mais on peut en mettre si tu veux, vas-y. On va utiliser la laitance, je la grille un peu au chalumeau. Sympa, ça va ramener la texture. Et le goût de poisson aussi dans la garniture. Il m'a dit qu'au Japon, ça se faisait. Je lui fais confiance, on va voir. Hein. Falloir qu'ils le vendent bien parce que s'ils vont à la table du chef en disant voilà du sperme, à mon avis, les mecs, ils vont pas kiffer, quoi. Moi, je suis assez confiant. Si chez les grilles, l'ambiance est à la créativité débridée, du côté des Belges, on est d'humour sérieuse. Voyons comment va se passer cette première collaboration entre Nicolas le technicien et Léa la créative. Là, on est sur une épreuve hyper importante et le but, c'est vraiment de rapporter le max de points à notre équipe. Allez Léa, allez Nico, on y va, on donne tout là. Faut ramener les points là. Pas de défi éliminatoire pour nous. Vous avez choisi quoi comme protéine à paner? Alors, on a choisi de travailler la volaille, à savoir, on va travailler les cuisses et un petit peu le suprême, pour réaliser une farce condimentée avec de l'oignon, de l'ail, un petit peu de cerfeuil. C'est une forme conique que je vais reconstituer avec la farce de volaille, comme un chromeski en fait. Ok, et garniture? Garniture, chef, on va partir sur un coulis de cresson pour apporter un peu de vivacité. Et des cèpes en garniture juste quadrillés et marqués et cuits au beurre. Et je voulais faire une petite huile de verveine. Ok, ça c'est votre garniture. Oui, chef. L'idée, c'est de faire quelque chose de gourmand. C'est que de la farce qui sera panée. C'est que de la farce panée avec des herbes, oignons et ail, chef. Audacieux, audacieux. 1 heure pour faire une farce de volaille? Bah, toi. Déjà, c'est risqué parce que le poulet, il prend du temps à cuire. En plus, là, la farce de volaille. Je sais pas comment il va faire ça en vrai. Chaud là un peu. Donc on va faire une petite farce avec les suprêmes et les cuisses. Et ensuite, je vais rajouter dans ma farce de volaille du cerfeuil, de l'oignon, de l'ail. Je vais tout faire sauter. Là, c'est stratégique d'avoir choisi le poulet. Parce que la viande, elle peut tolérer une légère surcuisson, surtout un morceau gras comme la cuisse de volaille, alors qu'un filet de poisson, une fois qu'il est trop cuit, c'est vraiment plus intéressant, quoi. Là, je suis en train de finir l'assaisonnement de ma farce. Et ensuite, je vais venir façonner ces cônes de volaille avant de venir les paner. S'il maîtrise bien sa panure à l'anglaise et que c'est bien cuit et que en plus il apporte des éléments techniques derrière, je pense que ça peut payer, ça peut faire la différence. Nicolas, malgré une prise de risque non concluante sur l'omelette, persiste et signe en faisant le choix audacieux de paner une farce et non une pièce entière. Un pari osé pour notre Monsieur Plus, qui, comme depuis le début du concours, souhaite se démarquer. Léa, je vais mettre un petit peu la farce au congélateur et je vais préparer ma panure derrière. Ok. Sur ce défi, le but, c'est de montrer de quoi je suis capable, prendre des risques. Je suis pas venu là pour paner une escalope et c'est un peu le message que je veux passer aujourd'hui.
C'est Top Chef, on marche sur un fil et il faut tenir un peu l'équilibre entre le sujet et ce qui peut le rendre un peu plus intéressant. Donc voilà, si je pouvais briller, ça serait bien maintenant, quoi. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que il est sur une forme de cône. Il va falloir qu'il travaille vraiment au niveau de la cuisson pour que ce soit uniforme. Parce qu'en cône, c'est pas facile. On n'est pas sur des surfaces planes. Là, il va falloir vraiment faire rouler son cône dans sa poêle pour qu'on ait une cuisson vraiment uniforme et dorée. C'est pas facile ce qu'il a choisi de faire, dites-moi. Il prend beaucoup de risques. Retrouvons les rouges qui partent avec un avantage sérieux. Une première collaboration couronnée de succès. C'est un gros avantage, battre ensemble, parce qu'on se connaît déjà un peu quand même. Et du coup, là, on espère qu'on va réussir à reproduire ça aujourd'hui. Ouais. Et voilà, On va on tout va tout déchirer. déchirer comme à Lyon. Là, il est hors de question qu'on parte en défi éliminatoire et qu'on soit l'un contre l'autre ce soir, parce que ça, on va mal le vivre. Mathéo, Louise, Oui. racontez-moi un peu votre recette, s'il vous plaît. Oui, alors on part aujourd'hui sur une milanaise de noix de veau. Milanais, ça m'étonne, ça tient, c'est bizarre. Donc, faire honneur à ses couleurs. Il a raison, c'est bien. Il faut partir sur quelque chose où la technique demandée est respectée et le veau, c'est judicieux. Et on a trouvé cette belle pièce de noix de veau. Je vais couper les morceaux assez épais pour faire vraiment un très très belle cuisson rosée. Je vois ça parce que la milanaise, c'est très fin, normalement. Il y a deux écoles. On peut la faire très fin, on appelle ça oreille d'éléphant. Ouais. Avec l'os. Ouais. Et on peut la faire aussi un peu plus épais. Ça, c'est un peu plus technique parce qu'il faut avoir vraiment la cuisson rosée dedans. Et au niveau de la garniture? On va faire un bouquet de verdure avec vraiment sucrine, Ok. cresson, concombre, piment de cerfeuil et ciboulette. Et pour vous mettre une petite sauce un peu gourmande, on est parti sur une mayonnaise pimenton et citron vert. Ok. Ce qui me plaît, c'est déjà se concentrer sur l'essentiel. Une panure à l'anglaise, une sauce, une garniture. Là, il n'y a pas de prise de risque pour C'est assez classique. Quoi. Oui, aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment à l'essentiel. On m'a fait vraiment un panure à l'anglaise et un salade à côté. Mais avant de cuire les escalopes de veau à la milanaise, il faut les paner. Et pour se démarquer et impressionner le jury d'exception, Louise a une idée qui pourrait faire toute la différence. Je vais faire double panure, Mathéo. Vas-y. Parce que la double panure, ça va nous permettre de faire une croûte bien croustillante, quoi. La pièce de veau, c'est assez épais. Si on la panne juste une fois, c'est pas assez croustillant. Oui, c'est une très très bonne idée de la passer 2 fois avec l'œuf et la chevelure. C'est malin. Malin, vraiment. Le chef Le Quélec, il m'a mis un gros coup de boost à Puto. Je te sens un peu fébrile, un peu en retrait, un peu encore dans J'ai ta du mal à coquille. m'imposer, Ouais. Mais pourquoi? Je me fais pas trop confiance de base et du coup, là, ça m'écrase un peu. Alors que je suis sûre que t'as plein de belles choses à raconter. Arrête de t'excuser d'être là. Parce que t'as totalement ta place. Je crois pas que tu l'aies volée, cette place. En fait, Louise, il faut que tu oses. Je sais que tu peux le faire. Franchement, ça a été le plus beau commentaire qu'on m'ait fait depuis le début, donc j'ai envie de lui faire honneur et qu'elle soit contente, qu'elle se dise qu'elle a pas perdu son temps à m'expliquer tout ça, quoi. Je viens taper pour avoir l'excédent qui retourne. Hop. Le chef est chez Best. Il passe, il repasse plusieurs fois dans l'épreuve, donc je fais un peu la fée du logis, mais on a envie de lui montrer qu'on est peut-être pas mof, mais on s'est travaillé proprement, quoi. Mathéo et Louise, on sent qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils ont une bonne gestion du travail. Ils se répartissent bien les tâches. J'ai pas grand-chose à dire. C'est très clair, très propre, mais très carré. Pour les escalopes panées, c'est Mathéo qui prend les commandes de l'étape cruciale. Pour la première cuisson, on va plonger notre veau dans un banc d'huile à 145 degrés pour faire la coloration homogène, tout homogéné et tout bien doré, comme il a dit le chef. Voilà, ça commence à dorer. La coloration, elle est parfaitement il est chaud, dorée, Mathéo. blonde. Ça a l'air de bien se tenir. Je vais finir ma cuisson au beurre, à la poêle. On recherche vraiment une cuisson rosée à cœur et la panure, il faut qu'elle soit bien croustillante, bien dorée, donc il faut vraiment pas aller en sous-cuisson, sinon ça s'imbibe d'huile et c'est vraiment très désagréable et caoutchouteux. Et à contrario, si elle est trop colorée, les petits points de pain, ils brûlent et c'est comme un pain grillé, quoi. C'est amer et du coup c'est très désagréable. C'est beau ça, hein? Magnifique. C'est magnifique, ça. Propre, Mathéo, propre, laser. J'essaie de faire mon mieux pour pas partir ce soir. Tout ça va sortir. Vous inquiétez pas. Il reste 3 minutes. Ouais, chef. Appliquez-vous sur le dressage, hein, le visuel compte aussi. Hein.
Là, je finalise ce morceau de volaille. C'était un peu l'idée de reconstituer une cuisse. On est chaud, il faut aller à choper le bois. On y croit jusqu'au bout, moi je suis confiant. Bah là, j'assaisonne ma petite côtelette. Citron, sel fin. La sauce, je pense qu'elle va être dingue. Mon petit condiment, mon zeste de citron, ma compotée. J'essaie de faire un truc plus naturel, vraiment automnal. Ça me plaît, là, je suis content. Attention, dernière minute de ce défi. Allez, on y va. On fait le cep ici, la volaille Oui, à côté. voilà, exactement. Moi, je le visualise comme ça Comme aussi. ça Vas-y. Je vais mettre mon petit bouquet tout joli. Allez, vas-y, envoie le poisson, papa. Ça, sors. vas-y. Chaud, derrière. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Allez, les membres du jury arrivent. Avant de découvrir à qui Philippe Etchebest va attribuer son point sur l'attitude et la rigueur en cuisine, place à la dégustation. Le jury de Top Chef, accompagné du meilleur ouvrier de France et chef étoilé, Christophe Raoux, vont maintenant juger les assiettes des 3 binômes. On va commencer la dégustation. Je vais vous laisser vous distribuer l'assiette de Louise et Mathéo. Avant de déguster, j'aimerais avoir vos impressions. Comment est cette assiette? Alors, si on parle de la pièce principale et de la panure, bah, elle est jolie, Joli, ok. elle est dorée, elle est plutôt régulière. Après, pour ma part, je trouve la proportion de la pièce principale un peu costaud. Du coup, ça enlève un peu d'élégance à la préparation globale. Effectivement, il y a une disproportion avec la garniture. Vous êtes parfaitement dans le thème, mais il suffisait de réduire légèrement la proportion du veau pour que ce soit un peu plus équilibré. Et on va passer à la dégustation parce que c'est bien sûr la clé de cette épreuve, cette panure à l'anglaise. C'est bien croustillant, on entend bien. La panure à l'anglaise, gustativement, elle doit être croustillante. Elle doit avoir une coloration assez blonde, comme là vous avez. Je trouve que la coloration est bien. Il y a une belle prise de risque à choisir un morceau un peu épais et à aller essayer de réussir cette cuisson qui est aller rosé plus à point moins si on veut être un petit peu tatillon. Mais franchement, il y a un beau croquant, c'est-à-dire qu'on a vraiment le croustillant de la panure, on a du moelleux et encore de la jutosité dans la viande à cœur. C'est ça qu'on voulait faire. On a une double panure là. Oui. Et il y avait un intérêt d'avoir une double panure sur ce genre de... Une panure simple suffisait. Alors peut-être parce que vous cherchiez un effet un petit peu plus de régularité. Parce que c'était un peu épais quand même la viande. Au vu de l'épaisseur du morceau, moi ça me dérange pas d'avoir la double panure. Hein. Parce qu'il y a un bon rapport de croustillant justement. C'est moelleux, il y a du croustillant. C'est pas sec du tout. On aurait pu avoir un peu moins de cuisson sur la viande, mais c'est compliqué parce qu'il y a une sacrée inertie sur ce genre de travail, donc c'est pas évident. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Merci, chef Vienne. Laser. Top. Laser. C'est Lazare, ça nous ressemble. Et voilà, on est fiers de nous. Là, il y a toutes les chances pour nous de ramener les 2 points chez les Rouges. Louise et Mathéo, c'est un duo de choc. Je les aime d'amour. On passe à la suite et on va voir l'assiette numéro 2. C'est au tour d'Antoine et Alexis qui ont choisi de se démarquer en misant sur ce défi sur une dorade royale panée. Ben, cette dégustation est super tendue. On voit que l'équipe 1 elle fait une dégustation très belle. On est stressé quoi. Alors, j'aimerais avoir votre avis déjà sur le visuel. Moi, je trouve ça beau, c'est très automnal. Non, ça donne envie d'aller comprendre ce qui s'y trouve. Oui, le dressage joli, assez net, beaucoup de gourmandise. Après, moi j'aurais bien aimé avoir une meilleure régularité sur la coloration parce que les côtés sont un petit peu blancs. Et après, il y a des petits points noirs. Alors, je sais pas si c'est que vous avez poivré ou si c'est que... Oui, c'est du poivre. Vous avez poivré? C'est pas la panure qui s'est un peu délitée. Non, vraiment. Non, c'est vraiment... Regarde, tu peux regarder, mec, sur les autres. Quel poisson il s'agit? De la dorade royale. Pour moi, le poisson est un peu trop cuit quand même. Hein. On est vraiment, il y a pas de jus assez sec.
Je pense qu'il y a une surcuisson du poisson. Voilà, on risque le défi. Hein. En tout cas, la panure, elle s'entend, là. Elle se ressent, elle est là, quoi. Elle est bonne? Ouais, moi j'aime assez, moi. Je trouve que c'est Elle est plutôt bien bonne fait. et c'est un petit peu gras, mais c'est presque pas dérangeant parce que ça vient ramener un peu de gourmandise et ça vient rééquilibrer le poisson qui est un tout petit peu sec. Christophe? Déjà, il y a beaucoup de travail dans l'assiette et j'aime beaucoup les goûts qui en ressortent. Cette garniture à côté, elle vient flatter le palais. C'est une assiette qui est gourmande, qui est pas grossière. Et puis l'épaisseur de la panure que vous avez fait, pour moi, elle est parfaite, quoi, pour moi. Merci, on a mis aussi la droite était très belle et j'ai trouvé les petites laitances, donc les chiraco, et on les a mis marinés et brûlés. C'est ça, aussi dans la marinés garniture. absolument, on les a mis vraiment dessous la garniture pour rappeler le côté. Je tiens à préciser. C'était quoi ça? C'est la laitance de la droite. Dis-le avant, ça. Pourquoi? La laitance, c'est les œufs, quoi. Ouais, bah non, la laitance, moi je dirais que c'est pas les œufs. Hein. À 17 ans, je pense qu'il y a personne qui a fait manger ça au chef. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est lisse, là. Exactement, ouais, le côté gras qui vient tout reprendre. Ouais. C'est bien d'apprendre la laitance, je trouve. C'est bien d'aller travailler sur le poisson, quoi. Moi, j'aime beaucoup votre assiette, vraiment. Merci, chef. Il y a quand même beaucoup de positifs. Hein. Il y a une belle sauce, il y a une belle panure. C'est les autres qui ont fait autant de travail. Hein. Merci. C'est bien ça. Pour le moment, il y a eu 2 très bonnes dégustations, donc c'est serré et ça va jouer un peu, je pense. Troisième assiette. C'est celle de Léa et Nicolas et leur trompe-l'œil de volaille panée. Alors déjà, visuellement, Christophe, comment est cette assiette? Ah, visuellement, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a eu un petit côté original avec l'os qui aurait pu être un petit peu plus blanchi et travailler un petit peu plus finement sur l'assiette. Au visuel, comme ça, on aurait aimé un peu plus de coloration. C'est un petit peu blanc. Ouais. Moi, j'ai peur que ça manque de croustillant. C'est ça, ouais. Et vous avez pané une seule fois? Et on a pané une seule fois, en Pané une plus. seule fois, oui. C'était pour avoir une panure très fine. Et vous n'avez pas choisi le plus facile, en fait, en termes de cuisson. C'est parti sur quelque chose de conique et rond. Donc, pour avoir une cuisson uniforme partout et du croustillant, il faut travailler la pièce. Bah là, ils ont pris un risque, clairement, et là, c'est relevé par les chefs. Hein. Allez, on va passer à la dégustation. Alors, gustativement. Moi, j'avais peur qu'il soit sec à Moi l'œil. aussi, j'avais peur que ce soit sec. Et en fait, non, il y a beaucoup de moelleux. Voilà, ça, c'est une très très bonne chose. C'est très bon. Après, il manque cette résonance, là, au croustillant de la panure. Voilà, ça manque un petit peu de... La panure. Alors, c'est vrai que la panure est très fine. Moi, j'adore la panure, donc ça m'aurait pas gêné de faire une double panure. Mais en même temps, je comprends ce que vous avez voulu faire, qu'elle soit pas trop présente et chacun ses goûts. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a eu un vrai travail sur la pièce principale, c'est-à-dire qu'il y a eu la volonté de faire une farce, de pour le coup, pas prendre juste un morceau de viande et le paner. Vous n'avez pas été sur la facilité. C'est plutôt réussi parce qu'il y a beaucoup de goût, il y a effectivement beaucoup de moelleux, beaucoup de saveurs. Le cèpe est très bien cuit et puis voilà, ce condiment végétal en dessous, il fait vraiment du bien et pour le coup, il rapporte aussi beaucoup de gourmandise. Franchement, c'est une très belle assiette. Merci beaucoup, chef. Ouais, c'est super, ça. C'est une très très belle assiette, finalement. On a eu une très très belle dégustation et franchement, on a toutes nos chances quand on croise vraiment fort les doigts. Bravo à tous. Ouais. On sent que vous voulez toutes et tous rester dans la compétition, ça c'est sûr. Je vais vous laisser quitter l'arène et laisser les membres du jury réfléchir aux points qu'ils vont attribuer. C'est impossible de dire qui va aller en éliminatoire ce soir. C'est très serré. Il y a 2-2-2-2. Moi, je croise les doigts, les pieds, les jambes. S'il vous plaît, mon Dieu, aide-nous. Les chefs se sont mis d'accord et s'apprêtent à rendre leur verdict. Un point pour la réalisation globale et un point décerné par Philippe Etchebest pour l'attitude en cuisine. Les gris dominent avec 2 points. Les rouges et les beiges sont au coude à coude avec 1 point. Alors, quelle équipe va remporter le point de la dégustation? Alors, l'équipe qui remporte le point sur cette épreuve est l'équipe de Léa et Nicolas. Oh putain! C'est bien, bravo. Enfin, on... Trop content. Trop content d'avoir été compris et qu'il y ait une belle résonance dans ce plat et que nos 2 tempéraments qui sont quand même très calmes puissent s'exprimer justement en ce sens.
Moi, j'en avais vraiment besoin hein, mentalement. Je reviens de loin, donc il fallait absolument que je me remette dans le bain et là, ça fait du bien. Ouais. Bravo les gars, bravo. Il reste un point à attribuer. Si les rouges ne l'obtiennent pas, alors ce sont eux qui iront en défi éliminatoire. Philippe, pour ce défi, vous avez attribué votre point à Louise et Mathéo. Bravo, putain! Chacun savait ce qu'il avait à faire, il n'y avait pas de désordre, le poste était bien rangé, tout était propre, tout était carré, et à deux c'est jamais facile, et néanmoins je trouve que dans l'organisation ils ont été parfaits. Voilà, les points, là pour nous, on est vraiment contents. On est fiers de nous, Ouais. franchement. Après, voilà, moi je trouve que c'est mérité, on a bossé grave Bah carré, et voilà, on est fiers de nous. Alors, sur l'ensemble de la journée, les 3 équipes sont à égalité. 2 points partout. 2-2-2. Mon Dieu, mais c'est quoi cette dégustation, là? Pour les départager, le jury va déterminer sur l'ensemble des défis laquelle des 3 équipes a été la moins convaincante et ira donc en défi éliminatoire. Ça, les gars, c'est l'horreur. C'est horrible. Là, j'ai mal au ventre, je peux pas tarder aux toilettes. L'équipe qui finalement est un petit peu en deçà sur le global de la journée, c'est l'équipe d'Aboubacar, Victor, Louise et Mathéo. Je reviens. Putain, pas mince, les gars! J'ai trop peur, j'ai trop peur. On l'a fait, grosse journée. Malgré une pomme chatouillard qui était plutôt bien exécutée, sur les 2 autres défis, l'omelette et la panure, malheureusement, vous étiez un tout petit peu en dessous des autres. Bonne chance, les gars, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. C'est très compliqué, c'est comme si tu te prenais le but de l'égalisation à la 90e minute et il faut jouer les prolongations. C'est vraiment pas une journée pour moi. Hein. Amiens, j'y retournerai plus. Hein. Parce que déjà, je foire mon défi à l'omelette. Par un défi éliminatoire, c'est l'hécatombe. Abou, lâchez rien, lâchez rien. Pour l'équipe rouge, malheureusement, je vais maintenant donner le départ du défi éliminatoire. Vous allez maintenant réaliser un plat à base d'agrumes en salé. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Allez les gars, allez! Allez, Louis! Allez, Louis! C'est chacun pour sa peau, là. Que le meilleur gagne, et j'espère que la meilleure, c'est moi. Un petit fenouil, mamma mia, alléluia, c'est carré! Poussez-vous! Les agrumes en salé, ouais, ça me parle. J'aime bien ça. C'est toujours un peu technique parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on s'attend à retrouver tout de suite en salé. Donc il faut rester attentif au jeu de saveur. Donc je vais partir sur un poisson. Dorade agrumes, ça marche très bien ensemble. Le poisson et les agrumes, ça pète. Dans ma recette, j'ai en porte-pièce mes petits palets de navets. On va les mettre à confire dans un beurre au citron. Une petite sauce vierge fenouil avec quelques herbes fraîches. Pour le poisson, on va laisser parler la dorade. Juste cru, passer à la flamme très légèrement. Je veux vraiment qu'au cœur du poisson, ça reste cru et qu'autour, ce soit bien cuit. Dans l'idée, sur un peu un sashimi. Et pour finir, je vais faire un condiment citron vert, citron jaune, pour vraiment apporter l'acidité et le réconfort. On va partir sur ce petit condiment citron. Le but, ça va être vraiment d'aller tout miser sur ce petit condiment. Je veux que l'agrume, il soit là hyper percutant, hyper fort. Là où je dois être vigilant dans cette recette, c'est vraiment le côté acide du citron. Ça peut être trop puissant et faire perdre complètement le sens d'une assiette. Donc j'étais obligé d'avoir un équilibre vraiment parfait. Pour son condiment agrumes, Victor réalise un gel de citron jaune et vert. Ce gel, il va apporter l'acidité et le réconfort. Il commence par presser ses agrumes, puis vient coller le jus à l'agar-agar afin d'obtenir une texture parfaite. On va le faire prendre au frigo. Je le mets au congélateur pour que vraiment le froid fasse son travail le plus vite pour gélifier tout ça. Ce gel, il est plutôt comme je veux, ouais. Il a bien pris. Il est nickel, il est vraiment texturé, pas trop liquide, pas trop solide. Donc ça me plaît bien. Pour terminer son condiment, Victor réalise une brunoise avec les zestes de citron qu'il vient confire dans un sirop. On va mettre ça à réduire pleine balle. Ça va vraiment permettre d'aller chercher le côté sucré qui manque à ce condiment.
Je vais vraiment laisser réduire jusqu'à la limite de la caramélisation pour vraiment avoir ce côté sucré, presque mielleux qui ressort. C'est très très bon ça, putain. C'est une belle tuerie. Je sais plus bien dire que c'est une dinguerie. La vie de ma mère, que celui qui veut me prendre la veste, il a intérêt à courir plus vite que moi. J'ai la rage de vaincre. C'est mon premier défi éliminatoire. J'ai envie de faire un truc cool, j'ai envie de montrer que j'ai ma place ici. C'est maintenant ou jamais, parce que là, j'aurai pas de seconde chance, donc faut briller, là. Là, je me dis vraiment qu'on est 4 très bons cuisiniers. Comment se départager, là, ça va être vraiment l'idée de génie qui fera la différence. Je vais faire un carpaccio de dorade au coquillage et agrumes en plein de textures. Je vais faire une sorte de vierge, céleri branche, pamplemousse, orange, clémentine, oignon nouveau et un peu de ciboulette, parce que j'aime bien ça. Ça va ramener le frais, le croquant et l'agrume. Ensuite, je fais un carpaccio de poisson cru et plein de coquillages ouverts. Je travaille vraiment sur l'iode. L'iode, ça va me permettre de casser ce côté très sucré que peut avoir l'agrume. À côté, je vais faire un sabayon agrume. Sabayon qui va donner un côté un peu gourmand. J'essaye de vraiment mettre en valeur le produit qui est demandé aujourd'hui, c'est-à-dire l'agrume. En cru, en cuit, en jus réduit. Et là, je commence ma petite vierge. Je travaille mes beaux petits céleris, oignons nouveaux et un peu de ciboulette qui va ramener le frais. Ensuite, on lève mes suprêmes pour faire citron, clémentine, pamplemousse grillé. Tous les agrumes, je vais bien venir arroser d'huile d'olive avant de les griller au chalumeau pour apporter une texture différente. Ouais, j'ai jamais fait. Je me dis que ça peut être cool, ça va sortir un petit amer. Et je pense que ça peut donner un peu de profondeur à l'assiette. Pour ajouter une nouvelle texture à sa vierge de légumes aux agrumes, Louise ajoute du sarrasin torréfié. Ça va apporter une texture craquante. Je trouve que le torréfié, ça marche très bien avec les agrumes. Ça a le goût que je voulais, donc je suis assez contente. Je parie sur le fait que les coquillages sont assez doux et que du coup, ça va contrecarrer le côté amer des agrumes. Advienne que pourra, j'ai envie de te répondre. Bien sûr qu'elle est pour moi, la victoire. Je rentre pas ce soir, je rentre pas. Aboubacar, frustré d'être passé à côté de son défi technique, a désormais une revanche à prendre. Le fait que j'ai pas pris 2 points avec l'omelette, je suis très déçu. Je pense avoir mis mon équipe en galère aujourd'hui et je suis revanchard. Il faut que je prouve au chef que j'ai ma place. J'ai pas assez montré de quoi je suis capable. Et je pense que c'est le moment de leur montrer qui a. Le thème me plaît beaucoup. Les agrumes. J'aime bien l'associer avec le poisson. C'est pour ça que je pars sur un poisson avec un beurre blanc aux agrumes et graines de lin soufflées. Dans mon assiette, il y aura salade d'orange pour sa sucrosité et pamplemousse pour son amertume. Bien assaisonné avec la ciboulette pour le côté vert. Dessus, je pars sur du cabillaud. C'est un poisson très doux. Je vais bien lever les filets et je vais le faire griller à la poêle. Ensuite, je vais faire des chips de poisson avec graines de lin soufflées pour ajouter du croustillant dans mon assiette parce que sinon il n'y aura pas de croustillant dans mon assiette. Sur le côté, il y aura le beurre blanc bien assaisonné avec la gastrique, le jus d'orange. Là, je me dépêche, là, je fonce. Là, je lance mon beurre blanc aux agrumes. Ce beurre blanc va apporter ce côté lactique à mon plat et une acidité un peu plus poussée à mon assiette. Pour réaliser son beurre blanc aux agrumes, Aboubacar porte à ébullition le jus d'un citron avec de la crème. Puis, hors du feu, il monte son beurre blanc en incorporant à son mélange crème-citron des morceaux de beurre froid. La sauce, elle est prête. Le beurre blanc est bon. Je rectifie l'assaisonnement, très important. Je sens bien les agrumes, ils sont bien présents. Il y a un bon coup de peps, comme j'aime beaucoup. Ce beurre blanc est réussi. Pour apporter un goût d'agrumes, de l'amertume et de la sucrosité, il réalise également une gastrique d'orange. J'aime beaucoup. C'est en percutant, c'est l'acidité, l'amertume. Aujourd'hui, je lâcherai rien. Ce soir, personne ne compte laisser sa place, et encore moins Matteo, grand compétiteur dans l'âme. Moi, j'ai envie de rester parce que je pense que je peux montrer à les chefs que je suis plus fort que ça, que je peux aller loin, quoi. Moi, je suis hyper compète. Je suis né comme ça. J'ai toujours un peu la compète dans mon sang et voilà, elle est restée à côté de moi toujours, quoi. Mon assiette va être une assiette froide.
Moi, je pars avec un tartelette salé avec des agrumes. La base de mon assiette. Et on a un tombé de poireaux. On va rapporter mon assiette la côté végétal. Et en bas, mélanger avec un tartare de coquillage, assaisonné avec cette soubrème de pamplemousse. Pour apporter à mon assiette, en fait, tous les parfums de l'agrumes, parce que c'est les sujets d'aujourd'hui, en fait. Après, par-dessus, je vais en faire un siphon de yaourt grec avec pas mal de zestes d'orange et pamplemousse. L'idée, c'est que le gras de mon siphon, ça va casser un peu cette acidité des agrumes. Et pour finir, pour donner côté croustillant à mon assiette, on a un tuile qu'on va rajouter avec des citrons caviar par-dessus. J'ai mis beaucoup de goûts de façon différente. J'utilise beaucoup de poireaux pour la base de mon assiette. Bien sûr, je prends un risque. Je pense que ça peut bien plaire au chef, cette association. En tout cas, moi, ça me plaît, moi, ça me parle. Je veux pas faire un truc trop conventionnel. On est dans Top Chef et je veux essayer de réfléchir un peu plus et faire quelque chose d'un peu plus compliqué. J'espère que ça va payer. On commence à faire la base de mon assiette. Nos tombées de poireaux avec les tartares de coquillage. Pour sa tombée de poireaux, Matteo fait revenir ses légumes tranchés finement dans de l'huile d'olive et déglace le tout avec du jus d'orange. Puis il se lance dans la préparation d'un tartare de près. Cet tartare, il va apporter la côté des touches iodées, un poil d'acidité que moi j'adore personnellement. Pour son tartare, Matteo taille finement ses prères, il fait ensuite revenir des suprêmes de pamplemousse et mélange le tout avec une ciboulette finement ciselée. Et je vais rajouter des capres, ils vont rapporter ce côté salant. Ça c'est ma petite touche italienne, mais il faut faire attention parce qu'ils sont bien salés. Avec sa tombée de poireaux et tartare de près aux agrumes, Matteo mise donc sur une grande diversité de saveurs, acidité, iode et salinité. Ça c'est très bon, je suis content. En fait, c'est toutes les choses que j'ai voulu. Et c'est parfait pour moi. Et je ne sais pas si cette année, ça va un Italien qui va gagner Top Chef ou moi. Mais en tout cas, j'ai mis beaucoup de techniques dans cette assiette. Déjà, ça va faire comprendre les chefs que je suis pas là pour rigoler, quoi. Les soirs, je repars avec ma veste Top Chef. Je suis pas là pour prendre un bus et rentrer à Paris tout de suite, là. Pas du tout. Allez, c'est la dernière minute. Allez, il y a encore 3 places qualificatives pour la semaine prochaine. Trois, 2, 1. Top, c'est terminé. Fin de défi. On passe à la dégustation des chefs à l'aveugle. L'instant est crucial et c'est Victor qui va se soumettre en premier à la dégustation des chefs avec son plat de dorade mi-cuite, navet confit et condiment citron. Dorade à la flamme. Le visuel est simple, mais net. Il y a de la fraîcheur dans ce plat, mais c'est l'agrume qui m'intéresse. Moi, je vois quand même beaucoup de poissons. Soit ça passe, soit ça casse. Donc une petite appréhension quand même. On se demande quand même où est l'agrume, hein, parce que il est pas en évidence. Hein. Non, dans l'appellation non plus d'ailleurs. Hein. Je trouve un peu gonflé déjà qu'on le précise pas dans l'appellation. Puis au visuel, voilà, c'est pas ce qui ressort quand même de l'assiette. La prise de risque, c'est d'avoir les agrumes au centre de l'assiette dans les goûts et pas dans l'assiette en elle-même. Si on fait abstraction de la thématique, je trouve que le dressage est intéressant, mais malheureusement, on ne peut pas faire abstraction du thème. Et on se demande où est l'agrume. Voilà. Ouais, là, je suis carrément déçu, là. Je me sens pas compris et c'est frustrant de ouf, ouais. Je voudrais vraiment qu'ils arrivent à manger un peu tout en même temps, genre. Une pomme potée, un peu d'agrumes là-dessus, citronné, là, très forte. On est en déséquilibre parce qu'à la fois le condiment est d'une violence extrême. C'est une acidité très électrique. Voilà, c'est ça. Très violent. Voilà. Très Exactement. violent. Ouais. Elle est pas contrecarrée. Là, elle est libre, elle est toute seule. C'est vrai que là, c'est l'agrume dans sa violence et dans une seule expression qui est la violence, quoi. C'est-à-dire que tu prends un citron, tu te le presses dans la bouche, tu sais, comme quand t'es malade, et c'est tout, quoi. C'est le seul effet qu'il a. Je me vois pas gagnant. Hein. Il va falloir encore miser sur le fait que les autres aient fait moins bien. Place à la réalisation de Louise. A-t-elle réussi à harmoniser la puissance iodée des coquillages avec ses agrumes?
Ils sont très stressés. Agrumes en baignade. Il y a une belle brillance du poisson, le petit agrume brûlé, un côté très gourmand. C'est un peu brouillon, mais c'est pas déplaisant. Ça c'est une promesse de fraîcheur, quoi. J'ai l'impression. Hein. C'est vraiment, ça a l'air d'être très frais. T'as envie d'aller taper dedans quand même. J'espère qu'ils vont avoir plein d'agrumes en bouche quand ils vont goûter, quoi. Moi j'aime bien, c'est une assiette qui est très joueuse. Moi j'aime bien parce que ça parle d'un peu de sucre, ça parle un peu de sel, ça parle un peu d'amertume. Il y a plein de mâches différentes. Ouais, moi j'aime beaucoup le jeu de texture. Moi aussi, Je trouve que le sarrasin, justement, ouais, finalement, il y en a beaucoup, mais il fait du bien. Sympa. Ouais. Voilà, c'est moi là. Est-ce que ça joue quand même assez sur l'agrume dans la proportion, tu trouves Ça va chercher plusieurs notes d'agrumes, et l'acidulé et l'amertume. Et le sucré même. Ouais. Et ils arrivent à trouver tous les goûts de l'agrume, donc ça c'est bon aussi. Il y a un gros travail sur le poisson, sur le coquillage, mais proportionnellement, je retrouve moins l'agrume. Ouais, moi je suis un peu de l'avis de Philippe quand même. C'est bon, mais c'est un petit peu attendu, avec des notes d'agrumes qui sont pas contrées par quelque chose justement qui pourrait les mettre un petit peu plus en valeur. Pas totalement d'accord. On a 3 qui ont l'air d'avoir bien aimé, et le chef Perret et le chef Etchebest, ils ont eu l'air de beaucoup moins aimer. Je pense que ça va vraiment dépendre de ce que les autres ont fait. Je sais pas comment penser, j'avoue. J'arrive pas à les lire là. C'est au tour de l'assiette de Matteo d'être dégustée par les chefs. Il a misé dans son plat sur une grande diversité des saveurs. Ce pari audacieux va-t-il être récompensé? Alors, nous avons Les agrumes iodés. C'est marrant parce que c'est une assiette, ça fait très kitsch. Bon, en même temps, ça le fait, quoi. Je trouve. Quand même un peu, on se casse pas la tête, là. Hein. Moi, ça me donne pas super envie comme ça. Hein. On est sur un cercle très école hôtelière, avec un truc qui est même pas très net. Je crois qu'on va être surpris par ce plat. Bah, important, c'est le goût. Je suis un peu stressé, là, maintenant. Je vais dire la vérité. Tout le monde il mange, personne il parle. Je comprends pas si c'est bon ou pas. Et là, sincèrement, je sais pas ce que je mange. Ça c'est pas bien. Je ne trouve pas forcément l'agrume. Il n'y a pas de gourmandise. Ni l'iode d'ailleurs. Ni l'iode, ni l'agrume, pas de gourmandise. Je comprends pas cette espèce de tuile grasse dessus. Ah, ça le plaît pas. Il y a du poireau, non? Bah, c'est l'essentiel même, c'est quand même l'essentiel du plat, le poireau. Coque. Tu sais pourquoi même le poireau, il s'exprime pas vraiment comme poireau? Parce que je pense qu'il a été cuit dans un jus d'agrumes, un jus d'orange ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça. Ouais, comme Tu l'olive vois un peu, là. Ouais, exactement. Oui, j'ai ramené du jus pour la cuisson de poireau et tout, mais bah apparemment, ça le plaît pas. Mais bon, c'est pas salé, c'est pas assaisonné. Ça, mais enfin, quand tu en manges, je te promets que si tu en manges la moitié comme j'ai fait, tu vas quand même sentir le poireau. Ouais. Mais tu cherches un peu les agrumes iodés. Voilà. Je suis pas confiance. Voilà. Aboubacar, qui a mis toute sa personnalité dans son plat, clôt cette dégustation. Avec son cabillaud au beurre blanc d'agrumes, saura-t-il séduire les palais exigeants du jury? Cabillaud aux agrumes et graines de lin. Assez classique, somme toute. Il y a un joli travail quand même de couleur. Après, l'agrume. Il est en second rôle. Et effectivement, ouais. S'il y a que la salade d'agrumes en dessous, ça sera peut-être un peu juste. Mais sinon, le visuel est net, hein. S'il y a de l'agrume, quand vous allez manger, il y aura de l'agrume. Ne vous inquiétez pas. Il sera bien présent. Ah, cabillaud. C'est quoi, un beurre blanc ou un yaourt ou... C'est lactique plutôt. La sauce, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi? C'est que c'est comme un yaourt, non? Magnifique. Mais il fallait oser le trait de génie, justement. Vraiment, il y a une très belle acidité dans la sauce crémeuse. La peau, elle est remarquable. Peau remarquable. Ouais, mais c'est pas le thème. Non. Mais c'est pas le thème. C'est très bon. Mais la peau est remarquable. Ouais.
Ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'agrume n'est quand même pas suffisamment travaillé. C'est-à-dire qu'on a pelé à vif des agrumes. Il a amené de manière La très réduction. simple en accompagnement. Ouais, c'est attendu. Il y a cette réduction, voilà. C'est vrai que le cabillaud prend trop de place. T'enlèves le poisson, tu laisses la peau, tu mets juste l'agrume avec la peau, et c'est pas mauvais. Bah oui, et puis du coup, tu recentres l'agrume, quoi. C'est mitigé quand même. Bah, je croise les doigts, j'ai pas envie de partir. J'ai envie de montrer encore plus et encore. Je croise les doigts. C'est l'heure du verdict. Qui de Louise, Aboubacar, Mathéo ou Victor vont se qualifier pour la suite du concours? Il y a des défis éliminatoires qui se passent très bien pour tout le monde. C'était le cas la semaine dernière. Et il y en a qui se passent moins bien. C'était le cas ce soir, Hélène Darroze. Oui, on a vraiment eu l'impression que ce soir, ce sujet des agrumes dans un plat salé, ça vous a un peu perturbé. Il y a quand même des assiettes qui se détachent. Et je vais demander à Glendiel de nous dire quelle assiette, finalement, a quand même convaincu les membres du jury et termine en première place. Une assiette est sortie un petit peu au-dessus du lot. Et donc cette assiette, c'est agrumes en baignade. Louise. Je sens un soulagement chez Louise. Bah, ça me fait très plaisir, merci à vous. Effectivement, c'était pas facile aujourd'hui, je pense, pour nous quatre. Et bah ouais, j'ai un peu de mal depuis le début, donc ça me fait du bien quand même. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé ton assiette, Louise, franchement. On avait ce côté juteux, on avait de l'acidulé. C'était une assiette à la fois facile et plaisante, donc franchement, c'est bien joué, c'est bravo. Merci. Pour la première fois du concours, j'ai sorti ma cuisine qui vient de mon ventre, et j'arrivais devant les garçons, les trois. Bah, ça me met un petit boost confiant. Je me dis que voilà, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas et que ça montre que bah, j'en ai un peu sous le pied et c'est cool, quoi. Je vais demander à Stéphanie, je vais nous dire quelle assiette termine en deuxième position. Alors, la seconde assiette qui se qualifie est le cabillaud aux agrumes et graines de lin. Aboubacar. T'as un feu d'artifice, je sais plus où me mettre, limite j'ai envie de quitter le plateau. Et je suis content de rester dans l'aventure et montrer au chef de quoi je suis capable, parce que j'ai pas eu l'occasion de le montrer. Mathéo, Victor, vous le devinez, ça va jouer entre vous. L'un d'entre vous va se qualifier, l'autre va quitter le concours ce soir. Je vais demander à Paul Perret de nous dire quelle assiette n'est pas retenue ce soir. C'est une assiette qui passe à côté. Je croise les doigts à fond, ouais. Je reste positif. Voilà, la prise de risque, on savait et on savait pas. C'est agrumes iodés. C'est Mathéo. Victor se qualifie pour la semaine prochaine. C'est dur, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vraiment, on a eu le sentiment d'un candidat qui est passé à côté de l'épreuve, quoi, qu'on s'est perdu. Je pensais démontrer, en fait, qu'est-ce que je suis moi vraiment. En fait, je voulais pas juste partir dans un truc facile. Peut-être c'était mieux de voir partir dans un truc un peu plus conventionnel, facile, et aller jusqu'au bout. Et c'est tout. J'ai beaucoup de déception parce que j'aurais voulu te voir évoluer encore plus loin et voir ce que tu allais faire. Tu as fait un début de parcours qui était plutôt prometteur. On pensait tous, franchement, que tu faisais partie des candidats qui avaient le potentiel pour aller loin dans le concours. Bon retour dans votre restaurant, Mathéo. Voilà, j'espère que vous vous rappelez de moi, de mon accent, quoi. Et de ma cuisine. दुनिया दो दिन दी बंदावे मौत दमाल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदावे मौत दमाल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी खाक समाए ओढ़क जा बिच खाक समाए आए हो गए
मौत दा माल दुनिया 2 दिन दी ऊंचे लम्हे महल बना दे ऊंचे लम्हे महल बना दे दगा फरेब ते जुल्म कमा दे दगा फरेब ते जुल्म कमा दे हाय कुछ नहीं खड़दे नाल दुनिया 2 दिन दी हाय कुछ नहीं खड़दे नाल दुनिया 2 दिन दी ओ दुनिया 2 दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया 2 दिन दी दुनिया देंदी दुख बतेरे दुनिया देंदी दुख बतेरे वीरा कोलू वीर नखेड़े वीरा कोलू वीर नखेड़े आए मावा तू विछड़े लाल दुनिया 2 दिन दी आए मावा तू विछड़े लाल दुनिया 2 दिन दी ओ दुनिया 2 दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया 2 दिन दी सुख दे सजना सारे संगी सुख दे सजना सारे संगी नस जांदे जद आवे तंगी नस जांदे जद आवे तंगी हाय कोई नहीं गम दा प्याल दुनिया 2 दिन दी ओह कोई नहीं गम दा प्याल दुनिया 2 दिन दी हंसना रोना गम लाचारी हंसना रोना गम लाचारी आज मेरी कल तेरी बारी आज मेरी कल तेरी बारी हाय कंजरी दी मिसाल दुनिया 2 दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया 2 दिन दी ओ दुनिया 2 दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया 2 दिन दी ओह कर तू कुछ ख्याल दुनिया 2 दिन दी पुत वे तुड़ा नी मिट्टी दा वीरा पुत तुड़ा नी मिट्टी दा वीरा अपना आप संभाल बशीरा अपना आप संभाल बशीरा हाय मिट्टी मिट्टी दा माल दुनिया 2 दिन दी हाय मिट्टी मिट्टी दा माल दुनिया
दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी बंदा मिट्टी दा माल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दमाल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दमाल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी बड़े बड़े सुल्तान भी आए बड़े बड़े सुल्तान भी आए ओढ़क जा बिच खाक समाए ओढ़क जा बिच खाक समाए हरे हो गए ख्वाब ख्याल दुनिया दो दिन दी हरे हो गए ख्वाब ख्याल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दमाल दुनिया दो दिन